Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Nous sommes le lundi 23 février 2026. Début de semaine et dernière semaine avant la fin de ce mois de février 2026 qui aura connu les événements ordinaires, la célébration de la fête de la jeunesse, le message du président Biya à la jeunesse et puis des événements devenus finalement ordinaires autour de tout cela, dont le 14 février, la fête consacrée aux amoureux. Mais ce mois de février marque également un tournant important dans ce qu'on a baptisé, du moins par la presse, l'opération Épervier au Cameroun, avec les premières libérations parmi celles premières victimes justement de cet épervier-là. Emmanuel Gérard Ondondon, l'ancien directeur général du FEICOM, a retrouvé sa famille. Gilles Roger Bellinga, ancien directeur général de la Société immobilière du Cameroun, a retrouvé également sa famille après 20 ans passés derrière les barreaux. Et depuis la sortie de ces barons du régime, plusieurs questions autour de l'opération dite épervier. Finalement, l'objectif est-il atteint une vingtaine d'années plus tard avec plusieurs dizaines de personnes gardées dans les prisons camerounaises? Mais on remarquera que plusieurs interprétations sont encore de mise entre ceux qui pensent que c'est une opération à tête chercheuse pour mettre fin aux velléités de certains qui semblaient lorgner de près le fauteuil présidentiel, mais également des règlements de compte et autres sont encore évoqués jusqu'à présent. Opération épervier 20 ans plus tard, toujours diverses interprétations, c'est la thématique qui sera en partage avec nos invités ce soir, dont les premiers sont déjà installés. On nous parle de beaucoup de bouchons dans la ville de Yaoundé cet après-midi. J'espère que vous allez vous battre pour arriver chez vous et ceux qui viennent nous retrouver en studio vont également bien se battre pour nous retrouver ce soir. Mais on est déjà fiers de vous savoir nombreux connectés sur la page Facebook Info Télévision Cameroun pour suivre en direct ce programme et intervenir par vos différents messages, par le code d'accès qui est inscrit au bas de cet écran. Accueillons Monsieur le Président général de l'Union des populations africaines, Maître Jean-Guy Zogo. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, mes amitiés à Monsieur le Président national, que je retrouve avec plaisir. Toute ma déférence à nos millions de téléspectateurs et de télé-internautes qui nous font l'amitié de nous suivre au quotidien. Je n'oublie pas l'équipe technique qui s'affaire de l'autre côté pour nous permettre de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde. Et comme d'habitude, je ne bouderai pas le plaisir de féliciter mon père, Monsieur Dieudonné Mvin, qui chaque jour nous surprend avec de belles choses. Vous ne vous séparez plus de cette écharpe? Oui, je pense qu'à un moment donné, comme on a souvent dit que c'est par son habit qu'on reconnaît le moine, même si l'habit ne fait pas le moine. L'écharpe de l'Union des populations africaines est un message, son écharpe officielle est un message. Et je pense que quand je porte cette écharpe, c'est pour passer ce message encore mieux que ce que je dis. D'accord. Tout comme, c'est quoi? C'est une Bible du panafricanisme avec là, c'est le livre, ça c'est un des 3 livres que Hubert Kamgang m'a laissé. Il a écrit 3 livres. Celui-ci, c'est Ce pourquoi je me bats. Oui. Vision d'homme d'État de l'Afrique renaissante. C'est une sorte d'autobiographie. Un livre très digeste qui a été publié aux éditions Lupopo et que je conseille aux uns aux autres, même s'il n'est pas aujourd'hui aisé de s'en procurer. Mais moi, j'ai la chance qu'il m'a dédicacé chacun des 3 livres qu'il a écrits. Ce qu'il dit à l'intérieur, est-il toujours d'actualité aujourd'hui? Plus que jamais d'actualité. Je m'en vais dès l'entame de cette émission vous lire ce qu'il a écrit à propos de la corruption dont nous sommes venus parler aujourd'hui. À la page 104, il dit, c'est un peu acerbe, mais c'est d'une réalité indubitable, il a écrit « La réduction de la corruption exige des mesures que M. Biya ne peut pas prendre, sous peine de saper les fondements de son régime et donc de se faire emporter lui-même. La corruption est le fait du péché originel commis par les gouvernants du Cameroun depuis les années 50, lorsqu'ils ont collaboré avec le colonisateur pour éliminer les nationalistes qui luttaient pour notre indépendance. Le vice ne doit pas devenir la vertu. M. Biya est partie intégrante du système néocolonial corrompu par essence. » Vous comprenez donc que c'est exactement la boussole de tout ce que je vais dire aujourd'hui, parce que même si on peut louer l'initiative Épervier, il y a tellement de questions sous-jacentes qu'on a envie de se dire que certainement voici Hubert Kamgang
D'accord. Merci pour, on aura le temps de partager cette magnifique lecture, cette vision de Hubert Kamgaon, notamment les aspects liés à la lutte contre la corruption, puisqu'on va aborder profondément la question ce soir. Ce sera également avec Maître Raymond Chiazok, Monsieur le Président national du regroupement des démocrates indépendants. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Jean-Jacques. Bonsoir à mon collègue co-discutant qui est déjà là avec moi. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. J'ai toujours été honoré chaque fois que vous m'invitez. Ça me permet de donner ce que je pense de la gestion des affaires publiques, de la gestion du peuple et des orientations que le RDI entend donner si son avis était demandé. Je voudrais profiter de votre tribune et surtout de ce plateau prestigieux pour saluer toutes les populations de la région de l'Est qui me suivent à ce moment, qui sont impuissantes face au pillage des richesses naturelles dans cette partie du Cameroun. L'actualité là-bas ces dernières semaines, c'est le pillage de l'or. Le pillage de l'or dans l'arrondissement de Betaroya, où environ 11 Chinois ont été attrapés en train de piller l'or dans 2 villages de cet arrondissement. On a trouvé que c'était une exploitation semi-mécanique, ce qui est interdit par les lois de la République. Oui. Et là où le bas blesse, c'est que ces Chinois qui ont été conduits à Bertois, jusqu'à présent, les pauvres populations ne savent pas ce qu'ils sont devenus, ce que l'or qu'ils avaient déjà exploité est devenu. Mais ce qu'on sait après nos recherches personnelles, c'est que plusieurs barons du régime auraient appelé et que ces Chinois ont été élargis. L'or camerounais, une fois de plus, est parti, les engins récupérés et les pauvres populations, très faibles, souvent obligées de se soumettre avec la complicité des forces armées de notre pays, en principe, qui devraient être aux côtés du peuple pour empêcher le pillage, malheureusement, se retrouve avec les ennemis de la République qui pillent le peuple. Et en retour, les populations n'ont rien. Parce que lorsque l'État exploite, M. Jean-Jacques Zé, on a quand même espoir qu'il y aura un retour. Il y aura un retour avec la construction d'une route, la construction de l'école, le recrutement des jeunes dans la fonction publique. Mais lorsqu'il s'agit des individus qui s'approprient avec l'appui de l'État de ces derniers, de ces richesses naturelles, je crois que c'est déplorable. Malheureusement, et très malheureusement, on ne peut pas permettre également que les nationaux, mieux les fils de l'Est, fassent la même chose. Parce que si on avait attrapé 4 fils de l'Est avec autant de quantité d'or, avec les mêmes engins que ces derniers aujourd'hui sont en train de lire là, comme on dit au quartier. Et je me pose la question de savoir, ces étrangers sont-ils plus camerounais que nous-mêmes? Devons-nous être au bord de la rive et mourir de soif? Qu'est-ce que les populations de l'Est ont fait pour mériter autant de mépris? Quand on enlève des richesses devant vous et que vous soyez impuissants de lever le petit doigt, dès que vous tentez de résister, vous allez voir la police et la gendarmerie devant vous, vous arrêter et vous jeter en cellule. Conclusion, vous allez abandonner les richesses naturelles du Cameroun et de la région de l'Est en vol, donc sans qu'on sache à quoi ça sert véritablement à la région de l'Est et au peuple camerounais. D'accord, sur cette question-là, une réglementation rigoureuse qui entre d'ailleurs en vigueur ce lundi. Les assurances sont du ministre en charge des mines. Des descentes sur le terrain vont d'ailleurs être organisées pour qu'on voit comment l'État va s'occuper et sécuriser ce domaine-là avec des dispositions claires sur la mine artisanale, ainsi de suite. Mais l'exploitation de l'or industriel est plutôt annoncée. Ça n'a même pas encore commencé. Les chantiers de Borguene et autres verront une réglementation stricte être appliquée de ce côté-là. Des choses sérieuses vont commencer. Et comme le disent les autorités, on n'a même pas encore exploité l'or dans notre pays. Maître Eyouk, Paul Roger, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes co-discutants et à vos millions de téléspectateurs à travers le monde entier. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être encore sur ce plateau cet après-midi. Je pense que nous allons ensemble passer de très bons moments comme à l'accoutumée. D'accord. Accueillons également Aristide Manda. Il est un homme politique, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, communicant dans la grande famille des communicants du RDPC. Bonsoir et bienvenue Aristide. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir. Je voudrais adresser un salut cordial à tous nos compatriotes qui nous regardent du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai une pensée particulière pour toutes les femmes du monde entier à qui je voudrais dire mes hommages. Mais celle du Cameroun souffre un peu ces derniers temps avec beaucoup de féminicides. Une femme a encore été tuée à Kribi. C'est une situation... Vous n'avez pas tort de nous accueillir avec cette préoccupation majeure qui nous afflige, que nous vivons avec beaucoup de consternation. Il s'agit d'un véritable drame. Trop de femmes meurent, trop d'enfants, trop de sang coule. Des innocents. Ça nous permet de revenir sur la situation de Ngolbison et avant elle, à Guider. Je ne reconnais pas mon pays si chaleureux, si sympathique. Ce n'est pas très conforme à notre anthropologie. On n'a pas le droit d'ôter la vie. Et ce qui se passe est horrible, indicible, inqualifiable. J'en ai ressenti beaucoup d'émotions. Et j'ai pris afin que, en ce carême, que Dieu, et comme l'a dit le Saint-Père, pour nous qui sommes catholiques, le pape, il a appelé à beaucoup plus d'apaisement, que nous ayons le sens du pardon et que seul prévale l'amour entre les hommes. Je crois que si nous nous aimons davantage, si nous revenons aux fondamentaux, naturellement c'est beaucoup plus théorique. On regarde la barbarie dans laquelle nous avons basculé, nous sommes dérangés, c'est une responsabilité collective, nous sommes interpellés, nous devons faire autant que faire se peut, des efforts afin que cessent des drames. J'ai même appris, Kribi encore, oui, un crime passionné, je sais, c'est quand même inquiétant. Un gardien de prison a abattu sa compagne qui était militaire et il s'est donné la mort derrière. Voilà. Les gens doivent pas se réfugier derrière des motifs passionnels pour ôter la vie. C'est très léger. Vraiment, bon, le débat n'est pas là, mais non, on ne peut pas en parler parce que nous sommes meurtris. C'est nos compatriotes que nous perdons et quel est le message que nous véhiculons à nos enfants. Parce que nous devons servir d'exemple à la société. Ils pourraient alors imaginer que c'est le principe et que c'est un modus vivendi. Que non, nenni. Il faut savoir que la vie est respectable et que rien ne vaut une vie. D'accord. Nous marquons cette évolution dans le cadre de la gestion de la dépouille et des restes de Anissé et Kané avec cette correspondance. C'est une exclusivité du cabinet du maître HB Tchakwang Meli, avocat conseil, adressé à monsieur le directeur général de l'hôpital central de Yaoundé, portant comme objet prise en charge du corps de feu Ekane Anissé Georges, conservé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé depuis le 1er décembre 2025. Cette correspondance nous apprend par exemple, monsieur le directeur général, nous vous présentons tous nos compliments tout en vous annonçant que nous occupons pour les ayants droit de feu Ekane Anissé Georges décédé le 1er décembre et dont la dépouille mortuaire séjourne depuis cette date à la morgue de l'hôpital de votre centre hospitalier sous des restrictions, entre parenthèses scellées, prises par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. On apprend également que nous vous transmettons copie de la lettre reçue à titre d'information par laquelle il décide de lever ces restrictions. Le corps ne sera donc plus sous scellé avant que la dite levée suivie d'actes de notification acquis de droit ne soit effective. Nous vous remercions de noter que sa veuve née Sogué Jeanne Edwige prendra la responsabilité de ce corps en conservation au nom et pour le compte des ayants droit et prendra escalité en charge les frais de conservation du corps pour compter de ce jour jusqu'à sa mise en bière selon le programme qui sera arrêté en famille. Dans cette attente, nous vous prions
de croire en notre haute considération, signé Maître Emmanuel Sim, également Maître Hippolyte Méli, pour les ayants droit. Le courrier a été déposé aujourd'hui même du côté de l'hôpital central de Yaoundé, marquant une évolution relativement à la gestion des restes de Anissé Ekane. Ça veut dire concrètement, maître, que le corps n'est plus sous scellé. C'est ce que ça veut dire, le corps n'est plus sous main de justice. Je ne sais même pas, c'est vrai que je ne suis pas très proche du dossier, mais je ne sais pas pourquoi cela a été le cas par le passé. Si on prend par exemple le cas du journaliste Martinez Ogo, on comprend qu'il y a un procès en cours, il y a eu des enquêtes et consorts, et donc il fallait, ou alors il faut, encore peut-être pour un temps, n'est-ce pas, laisser que le même soit sous main de justice. Mais dans ce cas précis, j'ai du mal à croire, je ne sais pas pourquoi c'était le cas, et là c'est précisé que les scellés ou alors la mise sous main de justice et avait pour auteur monsieur le commissaire du gouvernement. Peut-être qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais nous pensons que ça fait une évolution heureuse, ça va permettre à la famille de faire le deuil, parce que lorsque le corps est dans ces conditions-là, le deuil est doublement vécu. Donc je pense que c'est une évolution et la famille va devoir faire le deuil, n'est-ce pas, de M. Anissé Ekane. Parce qu'on a entendu des expressions, on a vu la une de quelques journaux, on parlait, maître Jean-Guy Zogo, de confiscation du corps, ça prenait déjà des connotations purement politiques. Je pense que le problème avec le cas de M. Anissé Ekane, c'est que les Camerounais agissent toujours ou ont toujours des réactions extrêmement émotives par rapport à tout ce qui se passe sur la scène politique. Les conditions dans lesquelles M. Anissé Ekane a perdu la vie devaient être élucidées par les autorités compétentes. Je suppose qu'il était de bonne loi que le commissaire de gouvernement mit le corps sous scellé le temps que les enquêtes nécessaires soient diligentées. Maintenant, on sait tout ce qu'il y a eu autour de la crise post-électorale qui est consécutive à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, qui a vu la victoire du président de la République, sa réélection. Et je pense que si aujourd'hui ces scellés sont levés, c'est aussi une bonne chose, parce que ça signifie certainement que, et comme disait Maître, nous n'avons pas tous les éléments du dossier, ça veut dire certainement que ce qu'on recherchait, on l'a trouvé, et que les zones d'ombre qui subsistaient encore ont été levées, et que maintenant le corps peut être remis à la famille. Parce que dans le cas de mon homonyme Martinez Zogo, c'est un peu plus délicat au regard des acteurs, au regard du tragique qui entoure son décès, les conditions dans lesquelles il a été assassiné. Et forcément, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de zones d'ombre, de questions qui restent sans réponse. Mais dans le cas de M. Anissé Ekane, c'est beaucoup plus différent. On a quand même été surpris que pour ce qui est de la mort tragique de Marie-Lou Bala, qu'on n'ait pas connu ces procédures-là. Le corps n'a pas été isolé et très rapidement on a procédé aux obsèques. Ça faisait quand même, ça pose des questions quand même. Vous adressez à moi? À vous. Je suis toujours... Non, vous savez que je suis traditionnaliste. Oui. À titre personnel, même si le débat n'est pas intuitif personnel, je suis souvent gêné d'aborder la question ayant trait, pas à la mort, mais aux morts en eux-mêmes qui méritent respect. Et dans le principe, quand encore et encore à la morgue, je considère bien souvent que la levée, le deuil va recommencer avec la levée de corps. Et que pendant ce temps, pour la sacralité même de sa mémoire, pour ce que la personne incarne, le respect que nous lui devons, je ne suis pas pour que les gens divaguent ou que les gens juxtaposent les commentaires qui parfois ne m'apparaissent pas très opportuns. Même si je comprends que le contexte est si petit, il y a une dimension juridique, mais au plan moral, parfois il faut laisser que ces gens reposent en paix. Et ça passe par la spiritualité, ça passe aussi par une certaine attitude. Donc permettez-moi de ne pas faire de commentaires à ce sujet et je m'en garderai. C'est une belle évolution, hein, Maître Raymond Chiazok. Cette affaire devenait déjà comme une patate chaude, la gestion des restes d'Anissé Ekane. Oui, c'était très compliqué. Vous savez que après qu'on ait fait l'autopsie, comme Maître le disait, il n'y a pas eu de procédure. L'autopsie prouve à suffisance qu'on a vu ce qu'on avait à voir.
et que les analyses peuvent suivre même si le corps a déjà été remis à la famille. Donc, ce corps, en réalité, ne devrait plus être là. C'est pour ça donc, que je suis d'accord de ceux qui parlaient de la confiscation. Parce que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, j'ai assisté à plusieurs autopsies. Et il faut avoir le cœur dur pour y voir. Parce que c'est compliqué. Ça veut dire que dès qu'on finit de faire ce qu'on appelle l'autopsie, on a eu tous les éléments nécessaires. Le corps, à ce moment, ne sert plus à rien. Ce qui reste à faire, ce sont des analyses avec ce qu'on a prélevé. Alors, Martinez, ça a fait 3 ans. Non, le problème comme les autres ont dit tout à l'heure, il y a une procédure pendante. Ça veut dire que à tout moment, une des parties peut solliciter une essai de contre-expertise. Ça veut dire qu'on a encore besoin de ce corps, ce qui n'est pas le cas avec le corps d'Anissé Kani. Donc aujourd'hui, je crois que cette évolution arrange plusieurs personnes. Déjà que la famille avait demandé déjà ce corps, puisque ce corps appartient à la famille. Bon, aujourd'hui, si on peut déjà remettre le corps à cette famille, je crois qu'il faut qu'on l'enterre dignement. Et surtout qu'en Afrique, le deuil commence avec l'enterrement. Parce que c'est avec l'enterrement qu'on voit quelle est la période du veuvage. Il y a des lavages traditionnels qu'on fait. Cela dépend de nos différentes traditions. Le plus important aujourd'hui, c'est que le corps, disons entre parenthèses, soit déjà remis à la famille, que la famille vienne récupérer le corps et qu'on l'enterre. Est-ce que l'on peut conclure directement à une mort naturelle? Non, vous savez que lorsque on procède déjà à une autopsie, seules des personnes habilitées, qui sont d'ailleurs assermentées, peuvent dire que c'est une mort naturelle ou pas. Le dire sur ce plateau serait entrer dans un domaine qui n'est pas le mien. L'autopsie veut aussi dire qu'il y a une suspicion d'une mort qui ne serait pas naturelle. C'est pour ça justement qu'on pratique l'autopsie, pour avoir le cœur net, pour avoir la conviction de ce que c'est une mort naturelle ou pas. D'accord, c'est donc l'information ce soir. La famille a saisi le directeur de l'hôpital central, indiquant que le commissaire du gouvernement a levé les scellés sur le corps d'Anissé Kane. Oui, maître. Oui, je voudrais, à la suite de ce que disait mon frère Manda tout à l'heure, parce que les populations camerounaises, les gens qui nous écoutent peuvent croire que si nous parlons des gens qui sont décédés, c'est parce que nous leur manquons de respect. Parler de quelqu'un qui est décédé, ce n'est pas lui manquer de respect. Moi, lui, il est un canissaniste, moi je suis un animiste. C'est encore beaucoup plus ancien. Encore moins manquer du respect à sa famille. À sa famille. Voilà. Le problème qui se pose, c'est que si vous prenez par exemple le cas de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo, il faut bien en parler. Vous comprenez? Si vous prenez le cas des gens qui ont disparu à la falaise de Tchanla, il faut bien pouvoir en parler. Si vous prenez le cas des gens qui ont disparu, dont les corps n'ont jamais été retrouvés lors de la catastrophe ferroviaire, les ECA, il faut bien pouvoir en parler. Lorsque vous prenez le cas de ces personnes qui ont perdu la vie dans le conflit, je peux dire, ils ont appelé ça la crise anglophone, nord-ouest, sud-ouest, il faut bien pouvoir en parler. Les gens sont victimes des attaques de Boko Haram, du banditsme transfrontalier avec les enlèvements contre rançon et autres. Il y a des victimes, il faut pouvoir en parler. Le problème qui se pose, c'est que nous sommes à l'ère, et c'est là où je voudrais que les gens fassent très attention, nous sommes à un moment donné où l'information circule tellement vite que le mensonge va aussi avec la même vitesse. Il est préférable que les populations qui ont choisi de regarder par exemple le Transsoir aient la bonne information lorsque nous nous exprimons. Ce n'est pas parce que nous ne respectons pas le corps d'Anissé Kane, c'est simplement parce que il est important que les populations qui lisent beaucoup de l'écubration dans les réseaux sociaux puissent avoir quand même l'information la plus certaine possible, à défaut d'être la plus sûre, parce que comme je disais tout à l'heure, nous ne connaissons pas les tréfonds du dossier, mais ce qui est certain, c'est que si le commissaire du gouvernement met un corps sous scellé, qu'on ordonne une autopsie, c'est parce qu'il y a des suspicions sur les origines de la mort du Découjou. Donc forcément, il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Et ensuite, il y a un autre problème important, c'est que il y a une sorte de désacralisation de la mort dans notre pays et un peu partout dans le monde, qui fait que si on entre dans la logique où il ne faut pas en parler, on va donner raison à ceux qui pensent que la vie ne vaut plus rien du tout. Il faut pouvoir montrer que la vie a de la valeur et que lorsque quelqu'un décède, on doit marquer un temps d'arrêt et en parler.
pour que les gens sachent que c'est important. Merci, maître. Et le message est clair là-dessus. Le corps est remis à la famille et son épouse est l'ayant droit choisi pour la gestion de tout ce qui est administratif et puis les obsèques de Anissé et Kane. Je vais remercier Joseph Paul Ebundan Ondoa. Il est à Douala. C'est un fidèle des fidèles. Et il nous salue ce soir en nous rappelant que c'est son jour anniversaire. Merci et joyeux anniversaire Joseph Paul Eboudan Ondoa à Douala. Merci de partager cela avec la grande famille de Le Grand Soir. Je vais vous proposer une vidéo, messieurs. Vous nous direz si c'est à rire ou à pleurer. C'est un reportage qui a été réalisé par nos confrères de TF1, la télévision privée française. Le reportage est tourné au Royaume-Uni et nous montre comment une communauté a une tradition assez curieuse pour voir si les décideurs n'ont pas détourné les fonds publics. Là-bas, c'est une opération de pesée publique des autorités. On pèse le maire chaque année, on pèse le chef de la police et puis on voit s'ils n'ont pas pris du poids en s'engraissant à partir de la gestion des deniers publics. On suit ce reportage, on en parle derrière. Je trouve que c'est amusant, Maître Youk. C'est amusant, la pesée publique des personnalités, le maire d'abord. Oui, c'est amusant, je crois que ça reste une tradition. Peut-être que ça contribue à rappeler aux uns et aux autres, n'est-ce pas, que les deniers publics, les fonds publics, la fortune publique devaient être préservés. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que ça joue un rôle vraiment efficace dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Si vous êtes par exemple, voilà, qu'il a eu beaucoup de buffets au bout de l'année, peut-être qu'il a si vous êtes par exemple du parti au pouvoir comme mon grand frère Manda, vous pouvez prendre du poids sans que ce ne soit n'est-ce pas, forcément les détournements des deniers publics. Vous pouvez aussi, il peut aussi en prendre, n'est-ce pas, et puis aller au parcours vite à faire son sport, alors qu'il a peut-être fait, je ne sais pas ce que je dis, mais il reste sportif et puis il va ajouter aucun kilo. Donc je pense que c'est une tradition, elle contribue, n'est-ce pas, à sensibiliser. C'est une bonne chose, mais je ne pense pas qu'elle soit assez efficace pour lutter contre les détournements des deniers publics. Maître Chiazok, vous organisez une pesée de cette nature, vous imaginez à Yaoundé 3, on organise une pesée publique, on appelle monsieur le maire, viens monter sur la balance, est-ce que tu n'as pas pris les kilos supplémentaires, et on vous rappelle que c'est pour veiller à la bonne gestion des deniers publics. Personnellement, ça ne me fait pas rire, parce que vous savez que c'est le respect avec lequel les autorités se soumettent à cette tradition qui est le bon message, l'élément le plus important ici. Parce que un chef de la police, un maire qui accepte d'aller se faire peser publiquement, c'est le respect de la tradition qui peut être assimilé au respect de la loi. Imaginez-vous l'article 66. 66, voilà, c'est ce que je voulais dire. À l'opposé, donc, vous voyez qu'au Cameroun, on n'a même pas tenu compte, on ne demande même pas aux gens de monter sur des balances. On demande tout simplement aux Camerounais nommés de dire au peuple qu'est-ce qu'ils ont avant d'être nommés. Cela ne se fait pas. Vous voyez donc que c'est une école, c'est une leçon que le peuple camerounais doit vraiment une tradition qui date du XVIIe siècle. XVIIe siècle. Ça n'a pas changé. Vous êtes élu, vous devez qui est plus respecté qu'une loi. Oui. Parce que même des personnes, les responsables, parlent d'une tradition. Mais chez nous, nous avons toute une loi, l'article 66, qui apparaît clairement dans la Constitution, mais qui est foulée au pied. Donc je crois que les événements comme cela doivent nous inspirer pour qu'enfin, on soit un peu sérieux. C'est à rire, mais il y a du sérieux dans cette affaire, Maître Guizogo. Disons que c'est le côté folklorique qui, moi, me fait rire parce que je sais pertinemment qu'il est possible de prendre du poids rien que par le fait du stress. Le stress fait prendre du poids, vous n'avez pas besoin de détourner l'argent pour ça. Par contre, ce qui est beaucoup plus sérieux dans ce que nous venons de voir, c'est le fait que les autorités se plient à une tradition et qu'elles le fassent sans qu'on ait besoin d'utiliser la force. Et il y a un greffier qui tient les comptes. Je rappelle toujours aux gens que le sens de l'intérêt commun est né en Afrique. Moi, je vous raconte une petite anecdote. Mon grand-père,
Manga Umbala, perd son âme, était un esclave. Oui, monsieur, il y avait encore des esclaves chez nous. C'était un esclave qui, pour faire ses chants, était obligé de les faire en cachette. Parce que le lit lui a été interdit d'en faire par le chef d'un kolkosé. Alors, malgré le fait que c'était un esclave, et que pour faire ses chants, il devait se cacher, il allait faire... Si vous refaites la même chose aujourd'hui, vous avez un individu qui va porter le régime pour aller vendre. Vous en aurez qui vont décrocher ce régime pour aller cacher chez eux, pour que seule leur famille consomme. Vous avez même des goinfres qui vont se donner le défi de bouffer tout ce régime de bananes. Ou même mettre du poison. Voilà. Ou même empoisonner le régime pour tuer tout le monde dans le village. Donc, vous comprenez que le problème, c'est la mentalité. Parce que le greffier qui tient les comptes là, même un journaliste n'a pas dévoilé le poids des gens qui ont été pesés. Et il tient les comptes sur des années. Ça veut dire qu'il sait exactement qui pesait combien l'année dernière et pèse combien aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont au pouvoir depuis 40 ans, 45, 50 ans. Nous observons l'enrichissement illicite au quotidien autour de nous, parce qu'on sait que il y a des signes qui Monsieur Y est enseignant, professeur de lycée d'enseignement général. On n'arrive pas à comprendre qu'au quartier, il y a une maison qui coûte dans les 200 millions. Tel est commis des douanes, magistrat, greffier. Mais il a une maison, on n'arrive pas à comprendre. Et comme je dis souvent, c'est notre pays, nous nous connaissons en détail. D'ailleurs, le GECAM en parlait encore, nous étions sur ce plateau il y a quelques jours. Donc, ce que nous venons de voir doit surtout attirer notre attention sur un fait important, c'est que le respect de la chose publique est une culture. Ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qu'on cultive. Et cultiver quelque chose suppose que, tout à l'heure, lorsque mon frère Manda parlait de l'exemple, que nous devons donner l'exemple, effectivement, la meilleure des pédagogies, c'est la pédagogie par l'exemple. Sauf que la pédagogie par l'exemple doit être donnée par l'élite. C'est-à-dire ceux qui tiennent les leviers du pouvoir. Maintenant, quand vous observez ceux qui tiennent les leviers du pouvoir, vous avez l'impression que pendant qu'ils vous demandent de vous serrer la ceinture, parce que soi-disant les temps sont durs, et ils achètent des bretelles parce que leur ventre grossisse. Vous comprenez un peu? Donc, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un jeu de dupes quelque part. D'ailleurs, je disais que l'ingénierie de l'escroquerie politique du RDPC repose sur un adverbe. L'adverbe progressivement. Progressivement. Parce que si vous prenez la décentralisation, 1996, 2026, on est encore progressivement en train de la mettre en œuvre. L'opération Épervier a été lancée en 2006. 20 ans plus tard, moi je m'arrête sur les chiffres. La première question qu'on devrait se poser, c'est quels sont les objectifs qui avaient été assignés à l'opération Épervier? Ces objectifs ont-ils été évalués? Ont-ils été atteints? Vous entrez là déjà dans la thématique qui arrive. On finit d'abord avec Aristide Manda sur cette opération de pesée publique des personnalités dans une localité en Grande-Bretagne. C'est une tradition. Si tu prends un peu plus de poids, on commence à soupçonner que peut-être que tu saucissonnes un peu les deniers publics. Tout le monde se soumet à cette opération. Mais au-delà de ce qu'on voit, il y a un message qu'on passe derrière. Les deniers publics sont surveillés par les populations. Oui, c'est assez rigolo. Moi, j'ai plutôt vu un cirque. Parce que dans le fond, c'est complètement ridicule. On est d'accord. Oui, j'ai vu le fond. Dans la forme. Je dis que j'ai vu... C'est un cirque qui est joli. Eux-mêmes, ils prennent plaisir. Vous avez vu, c'est pas plus que ça. Je crois que c'est des gens qui veulent se distraire et qui ont l'espèce. Moi, quand je veux... Voilà. Tu vois, les gens parlent 20 minutes. Allons-y. C'est le problème que dès que je... Vous avez la parole. Non, je suis en train de dire que, en fait, au-delà de la dimension caricaturale, je comprends ce que vous dites. Que c'est l'esprit qu'on impulse, qu'on recherche. Savoir que tout le monde doit être assujetti. Donc, mais après ça, le scénario en lui-même est ubuesque, n'a rien de véritablement efficient. C'est clair. Parce qu'en termes de poids, pris comme tel, j'ai dit s'il faut faire une analyse littérale, la prise de poids ne serait jamais... Parce que c'est même très grave. Parce qu'il y avait des anecdotes quand on grandissait, bien, on dit il est gros. Hein. Alors que parfois c'est le diabète. Oui. Et quelquefois, donc on ne peut pas encourager. C'est pour dire qu'en fait, donc pour cela, encore c'est nos amis. C'est des partenaires privilégiés de notre pays. Pour cela, je les respecte. Mais l'exemple en lui-même ne m'inspire pas plus que ça. Donc, encore une fois, je ne vois pas la nécessité de s'y appesantir. Puisqu'on va entrer dans le show. Tout à l'heure, sur l'opération. C'est la porte qu'on a choisie pour entrer dans le show. Non, non, je suis d'accord. Ils font cela, ils se soumettent à cet exercice. Peut-être c'est ce qu'il faut retenir. Oui. Ils se soumettent à cœur joie. Oui, ça veut dire qu'ils ont
pas grand-chose à cacher dans leur quotidien, dans leur façon de gérer. C'est dans la portée symbolique, mais en réalité, ça ne veut rien dire. Celui qui a pris 1 kilo, et s'il en a moins, alors il n'aurait pas... Bon, on va discuter. S'il a donc maigri, on aboutira à quelle conclusion? Peut-être qu'il n'a pas pu bénéficier de l'article 2. Donc, il faut dire... C'est pas parce qu'on mange que la fortune ne se limite pas à l'embonpoint. Bien sûr. Je ne veux pas faire un procès à certaines cultures chez nous. Il y a des gens immensément riches, mais d'une apparence quelconque, entre guillemets. Tant il est que c'est l'apparence qui détermine peut-être le niveau des avoirs. On ne détermine pas la fortune d'un individu a priori. Il y a des gens discrets. Il y a même des gens qui sont des ministres 30 ans et qui sont fins. Vous comprenez? Voilà. J'ai vu quelqu'un qui a un feeling particulier, qui a dirigé les États-Unis. Il n'était pas très costaud. Notre frère. Obama. Bon, je veux dire qu'on ne peut pas... Voilà pourquoi j'ai dit que je ne peux pas accorder une très grande... S'accrocher au poids, d'accord, mais le message qui est passé, la sensibilisation qui passe à travers cette initiative. J'ai salué le peuple anglais, tant j'ai lui même rendu hommage. Moi, j'ai parlé des Anglais dans leur globalité. C'est des gens sérieux. Il est difficile, c'est-à-dire que c'est peut-être des cas marginaux de s'imaginer qu'un maire ou un ministre se serait rendu coupable de malversation. Je ne dis pas que c'est impossible dans l'absolu, mais c'est des cas marginaux. C'est des choses qu'il faut copier. Mais l'exemple en lui-même, tel qu'il est décliné, j'insiste que pour moi, ne provoque en moi aucune forme d'émulation particulière, sinon le rire. D'accord. Sinon le rire. Mais l'un des messages, la soumission à ce genre d'exercice. Pour revenir au cas du Cameroun, la réalisation va d'ailleurs bientôt afficher la thématique principale de ce programme. On a des problèmes, même pour qu'un procureur convoque un ministre, c'est presque impossible. Un ministre en fonction. Et celui-ci va même vous dire que vraiment, lui, là, il me convoque. Pourquoi? Et on voit des simples populations appeler les hautes autorités d'une ville et qui se soumettent tranquillement à ce qui peut être un jeu, mais qui en font. Non, le fait qu'ils puissent se soumettre, n'est-ce pas, à ce que vous appelez entre guillemets jeu, je pense que ça a tout son sens. Ils le font vraiment de façon délibérée. Ça participe de la sensibilisation. Et tout à l'heure, vous allez relever quelque chose. Notre société, notre environnement est différent. Vous savez, le Cameroun, on dit après c'est devenu le continent. Je ne sais pas trop comment ça a fait pour migrer. Il vous souvient qu'il y a un temps, un ministre en fonction avait été convoqué et placé en détention provisoire pour 24 heures. Il me l'enlève. L'affaire Bapès. Voilà. Et c'est l'actuel président du TCS qui gérait le dossier à l'époque, je pense bien, je peux me tromper, mais c'est ça. Et quelques temps après, je crois 24 heures plus tard, il a été remis en liberté. J'ai essayé en ce temps-là de comprendre pourquoi cela a été fait. C'est différent parce que un ministre en fonction qui est convoqué, si on le met en détention provisoire, il va de soi que le fauteuil ministériel va rester vacant. Aujourd'hui, en ce temps-là, on n'avait pas encore connu, peut-être M. Manda va nous expliquer maintenant, cette affaire où un ministère... Il n'a aucune immunité, ça il faut le dire. Ça, il faut le dire. On n'avait pas encore connu, n'est-ce pas, comme cela est devenu coutume aujourd'hui, où on a des ministres intérimaires, donc un ministre peut occuper de peut-être 3 fonctions ministérielles. Et on se dit que si un ministre est mis en détention provisoire, peut-être un deuxième, cela va forcément, n'est-ce pas, amener le chef de l'État à pouvoir procéder, serait-ce qu'un réaménagement du gouvernement. Donc sur ce plan-là, n'est-ce pas, c'est justifiable. Mais comme vous l'avez... C'est justifiable? Ça peut être justifiable. Une fois que votre nom apparaît dans une affaire, votre premier réflexe c'est même de démissionner. Vous savez bien la culture de la démission. Il y a même un ministre qui vous a dit qu'il n'est pas fou pour démissionner. Il vous l'a dit à Mondo Vision. La démission n'entre pas dans nos mœurs, Jean-Jacques. Mais ça finit par donner l'impression qu'ils sont intouchables, qu'ils ont une sorte d'immunité qui n'est pas écrite. Ce qui n'est pas vrai, il n'y a pas d'immunité.
il n'y a pas d'immunité. Mais en réalité, lorsque le problème se pose, le ministre devrait démissionner ou alors on devait démettre le ministre, n'est-ce pas, purement et simplement de ses fonctions pour qu'il soit mis à la disposition de la justice et que la justice, par conséquent, puisse faire son travail. Donc, en fait, ce que les Anglais font là, je crois que c'est, comme le disait M. Manda, c'est significatif en la forme, mais peut-être pas efficace au fond. Mais on peut louer le fait qu'il puisse se soumettre, n'est-ce pas, volontairement. Mon frère disait aussi que si, à partir de cet exemple-là, on a ici une loi, un article qui, depuis, n'est-ce pas, n'est pas appliqué. Je crois que le décret d'application devait suivre quelque chose comme ça. Ce n'est pas encore intervenu. L'article 106 de la Constitution sur la déclaration des biens attend un décret d'application. Voilà, on s'interroge véritablement sur la volonté réelle des pouvoirs publics à lutter efficacement contre la corruption. Nous en reparlerons maintenant tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit au niveau du tribunal criminel spécial, que ce soit même au niveau des dossiers qui sont préparés à l'avance, parce que vous allez vous rendre compte que la mise en mouvement de l'action publique ou alors la mise en mouvement des procédures est un peu comme sélective. Vous comprenez pourquoi il est nécessaire qu'on prenne un verre d'eau. Vous annoncez qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va évoquer tout à l'heure. Très rapidement, chacun prend une gorgée d'eau et puis on se retrouve derrière pour évoquer toutes ces choses-là. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Verre d'eau, les makuma de plantes de vie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, ça avait beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur que je me sens toujours privilégié d'être invité sur ton prestigieux plateau Le Grand Soir. On parle de quoi ce soir? Tu sais, ça fait beaucoup de temps que j'étais pas ici parce qu'il fallait bien que je renforce la capacité des plans de vie à pouvoir servir davantage les personnes là qui sont victimes de plusieurs maladies. Alors cet après-midi, on va encore parler des personnes là, de nos grands-parents, de nos parents qui sont victimes d'arthrose, de nerfs sciatiques ou bien même de rhumatisme. Avec nous co-produit le Rhumatox, ce produit-là qui aujourd'hui se présente comme la vitrine des maladies liées aux douleurs des os, aux douleurs des nerfs, parce que quand le nerf il est tendu, forcément on se retrouve souvent que d'avoir des problèmes d'arrêt cardiaque ou bien parfois même de crise cardiaque. Alors le produit Rhumatox, c'est ce produit là qui aujourd'hui vient dans un premier temps renforcer votre système immunitaire et en même temps renforcer le cartilage. Pour les parents là qui ont les problèmes de douleur au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau de la colonne vertébrale et qui marchent même avec la canne ou bien qui n'arrivent pas à se déplacer normalement du fait qu'elles ressentent des douleurs au niveau des genoux ou bien au niveau des chevilles ou bien même au niveau du bas du dos, le produit Rhumatox vient vous apporter des solutions de manière significative, de manière définitive. Nous avons ces parents ou bien ces grands-parents là qui ne peuvent pas se déplacer au quotidien, qui ne peuvent pas se tenir debout pendant 5 à 10 minutes, elles vont aussitôt demander une place pour s'asseoir du fait qu'elle ressentent des douleurs hyper fortes au niveau de la colonne vertébrale, bien au niveau des articulations. Alors le produit Rhumatox vient donc remédier à tous ces différentes douleurs que vous sentez et que vous ressentez au quotidien. Le produit Rhumatox, c'est pas une pommade, c'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable. Ça vient en poudre et il est facilement consommable. On va le mettre dans 1 litre d'eau et demi qu'on va boire un verre matin et un verre soir, donc 2 verres par jour, quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre nerf sciatique, ou bien de votre rhumatisme, ou bien même de votre arthrose, et même les problèmes de gouttes, le produit Rhumatox vous apporte des solutions. Jean-Jacques, si tu me permets encore, comme ça fait longtemps que je suis pas arrivé ici, de parler encore de ce produit-là qui, quand on présente le produit OpenSex, ce produit-là qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs qui sont victimes du petit appareil génital. Le produit OpenSex vient vous donner une taille de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. C'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex. Que vous ayez 80 ans, 50 ans, 25 ans ou bien même
40 ans, vous pouvez utiliser le produit open sex tant que vous estimez que votre appareil génital n'est pas selon votre convenance. Et même vous qui êtes victime du rétrécissement de l'appareil génital, parce que oui, il y a plusieurs personnes là d'ailleurs qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital, c'est-à-dire qu'elles ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, elles ont donc vu l'appareil génital rétrécir. Le produit open sex vient remédier à ça, mais seulement il faudrait déjà d'abord identifier la cause du rétrécissement de l'appareil génital. Nous avons le chlamydia qui rétrécit l'appareil génital, nous avons le diabète qui rétrécit l'appareil génital, nous avons même les hémorroïdes qui rétrécissent l'appareil génital. Entre guillemets, on va mettre des personnes en surpoids, parce que c'est pas toutes les personnes en surpoids qui ont ce problème, parce que il y a des personnes là que vous allez les voir costaudes, comme elles sont costaudes, elles sont aussi costaudes là-bas. Alors, il faut faire gaffe. Alors, vous donc qui êtes victime donc, du rétrécissement de l'appareil génital, bien du petit appareil génital, rendez-vous à Plante de Vie pour pouvoir avoir la taille selon votre convenance. Merci encore Jean-Jacques de l'amitié que tu me fais cet après-midi en m'invitant sur ton prestigieux plateau. Merci les Makouma d'être passé ici. Merci. Avec ces orientations et c'est bien noté. Bonsoir Jean-Jacques Lapantière, connecté devant mon écran comme à l'accoutumée et le panel du lundi pour un soir devenu grand. Chez nous, le mieux est de rester concentré sur la Constitution où les amis en haut lieu de Aristide Manda refusent de se soumettre en commençant par le Nkunkuma. Jean-Jacques, si l'on perd du poids, cela veut renvoyer à quoi sur la gestion? Jean-Jacques, hier nous jubilions des sanctions concernant l'opération Épervier où militent plusieurs hauts cadres du Grand Rassemblement à poser des crimes économiques. Malheureusement, avec le temps, on a vécu d'autres désagréments sur les plans financiers comme Covid, Cannes, ainsi de suite. Je n'oublie pas Glencore, ce ramassis de tard démontre que le Koukouma ne fait plus peur dans une hyper, qu'est-ce qu'il dit, dans une hyper centralisation a tué le pouvoir judiciaire. Le nombre d'années en prison pour ces deux caciques était-ce un moyen de protéger le corps du délit? Bassok Thomas qui pose cet ensemble de questions ce soir. Bonsoir notre emblématique Jean-Jacques Zé, merci. Bonsoir à tous les heureux panélistes du Grand Soir. L'opération Épervier qui dure déjà depuis des décennies sans résultat concret et visible n'est que du saupoudrage, du vernis et de la poudre aux yeux. Aussi aurais-je l'agréable occasion d'apporter beaucoup de détails dans cette affaire honteuse. Dès que tu m'inviteras, mon cher Jean-Jacques, ce sera fait. Gabriel Michel Chougem, enseignant, syndicaliste, leader d'opinion, qui dit qu'il a également beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir aux invités. On va peser les journalistes, on va commencer par toi. Moi, merci. Est-ce que moi je gère alors les affaires publiques? Si moi je mange mon héros comme tous les soirs, je prends quelques rondeurs, est-ce que cette machine-là ne va pas dire la vérité du tout sur cette question-là? Bonsoir Jean-Jacques et à tout le panel. Pour le cas du corps de M. Ekané, voilà, sur votre chaîne, dès lors l'émission dominicale dimanche, il y a un panéliste qui a dit pourquoi le corps était encore détenu. Pour lui, au lieu que la demande de sa famille et ses avocats soit adressée au commissaire du gouvernement, elle avait été adressée plutôt au 7. Oui, on a compris maintenant, le commissaire du gouvernement était la seule autorité à lever les scellés sur le corps. Roger depuis Douala, merci pour ce complément d'information. Bonsoir. J'ai une discussion houleuse avec 4 de mes frères ici au village qui ont les hernies. Ils refusent d'aller se faire opérer, merci, sous prétexte qu'ils vont tomber impuissants. S'il vous plaît, aidez-moi. Toto Plantel, tu as tous les problèmes du côté d'Arcono. Alors, opération Épervier, 20 ans et toujours diverses interprétations. Et on a bien commencé avec Bassok Thomas sur les interprétations. Maître Eyouk a également commencé. Maître Jean-Guy Zogo sur la question. 20 ans plus tard, Maître Raymond Chiazot, qu'est-ce qu'on retient? Il y a des libérations ou des gens qui ont retrouvé la liberté. Dans le fond, qu'est-ce qu'on retient après une vingtaine d'années? On retient que c'est une juridiction de droit commun que le président de la République a créée. Le TCS? Le TCS. C'est pas un tribunal spécial, non? Qu'il soit spécial, mais c'est une juridiction de droit commun. Puisque les derniers publics relèvent de ce domaine, avec plusieurs attentes du peuple. Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les attentes du peuple. Mais très tôt, le peuple était déçu, moi avec déjà des orientations. Il faut déjà préciser que ce que nous allons dire aujourd'hui n'engage pas le fonctionnement du TCS parce que les magistrats sont formés, ont des qualités.
Et c'est justement à ce titre qu'ils ont été nommés là-bas. Mais maintenant, pourquoi le peuple pense que le TCS marque le pas sur place? C'est la forte implication de la politique dans le fonctionnement du TCS. Je prends quelques exemples. Dans toutes les prisons du Cameroun, il y a un service médical. Vous savez que lorsque vous êtes prisonnier, si vous êtes malade, il y a des gardiens de prison qui ont été formés, il y a même des médecins là-bas. Donc si vous êtes malade, ce sont eux qui s'occupent de vous. Ils vous amènent, quand ils ne peuvent pas s'occuper du cas, ils vous amènent dans un centre approprié. Mais la volonté politique a bien voulu que certaines personnes interpellées sortent du pays sur le fallacieux prétexte des évacuations sanitaires. Ça dilue un peu, pas un peu, ça dilue l'autorité de cette juridiction. On peut se poser la question de savoir aujourd'hui où est passé le fils de M. Fotio, où est passé Noni Ephraim, qu'est-ce que Simenyé, qu'est-ce que l'ancien ministre de l'eau Atarakuna est devenu, a-t-il remboursé, n'a-t-il pas remboursé? Mais vous savez la réponse à cette question. Non, attends, c'est ce qu'on dit. Moi, je n'ai pas vu de quittance de remboursement de l'argent de M. Atarakuna. Vous n'avez pas été là où la quittance est... Non, vous savez, je pose des questions que je vais répondre. Ce qui fait que, au vu de tout cela, c'est le premier élément qui discrédite un peu le TCS. Le deuxième élément, c'est que le président de la République semble être l'alpha et l'oméga. Parce qu'en réalité, il y a des structures étatiques qui doivent alimenter le TCS. Le contrôle supérieur de l'État, malheureusement, après que le contrôle supérieur de l'État ait fait son travail, le rapport est déposé sur la table du président de la République, qui décide de ce qu'il fait. Il juge des opportunités. Voilà. Maintenant, vous allez voir la CONAC, c'est presque la même procédure. Ça fait que le TCS, en réalité, a plus travaillé avec des dénonciations des tiers. Vous allez voir que dans une commune où 2 ou 3 conseillers ne sont pas d'accord de la gestion du maire ou bien vers la place du maire, ils font des dénonciations. Ce n'est que presque dans ce cadre que le TCS trouve du travail. Alors que au niveau de la gestion de l'État, les détournements des deniers publics sont la chose la plus fréquente. Ça veut dire qu'il n'y a aucun ministère où, si le contrôle supérieur de l'État fait son travail, le ministre peut rester pendant 2 ou 3 ans et tous ceux qui sont liés à la gestion des deniers publics dans ces ministères. Donc, je crois que le TCS est un mort-né parce que son véritable fonctionnement dépend d'une seule personne qui est le président de la République. Mort-né peut-être parce que vous ne voyez pas toutes ces autres personnalités qui sont arrêtées. Peut-être vous limitez au ministre ou au DG. Si vous faites un tour dans les prisons aujourd'hui, Aristide Manda, vous trouverez qu'il y a de nombreux Camerounais qui ont été rattrapés par le tribunal criminel spécial, qui ne sont peut-être pas les VIP ou les super VIP qui font l'actualité. Mais selon Maître Chiazok, c'est une opération fortement politisée et qui est gérée par le chef de l'État. Et il gère cette opération-là en fonction de ses orientations. C'est ce qu'on retient de l'opération Épervier. Nous sommes tous égaux devant la loi. Ça, je pose le principe. Je voudrais, et là, ce n'est pas la flagornerie, très sincèrement, marquer mon appréciation face à l'heureuse initiative que le président de la République a prise de mettre sur pied une batterie de mesures, d'institutions et de mécanismes pour combattre la corruption, les prévaricateurs. Et il faut se dire qu'en cela, il a employé 2 leviers. Il a actionné sur 2 attitudes. Pendant très longtemps, il a sensibilisé en interpellant les prévaricateurs, les bandits entre guillemets à col blanc. C'est-à-dire qu'il y a eu une dimension éminemment pédagogique. C'est un père, c'est un leader, un dirigeant qui a un regard, une vision. Parce que tout ne doit pas être coercitif a priori. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas toujours de trancher les têtes. Parce que croyez-moi, c'est toujours dommage d'avoir des collaborateurs qui peuvent être appelés à connaître des difficultés, être en délicatesse avec la justice et peut-être être privés de liberté. Il y a la CONAC, il y a ce qu'on supplie au niveau de la présidence de la République, il y a un ministère, il y a la NIF, une pléthore d'institutions
qui ne sont pas en contradiction. Chacun avec une mission spécifique, mais avec pour effet, in fine, de limiter les dégâts, de sauvegarder la fortune publique, qui est notre fait commun. C'est les efforts conjugués des Camerounais. C'est pour ainsi dire notre butin, pour être prosaïque. Après moult appels, des dénonciations, comme vous le dites, c'est bien des constats qui ont été menés ça et là, et fort de notre appareil législatif. Parce qu'il faut se dire que l'article 184 de notre code pénal réprime déjà très gravement, très durement, les détournements des deniers. Tout ce qui est lié à la fortune publique et qui est à partir de 500, égal à 500 000 francs. Vous êtes condamné. Vous comprenez? C'est l'extrême. Vous êtes condamné à vie, c'est ça? Condamné à vie. Oui. Je ne veux pas dire à mort, je préfère dire à vie. C'est à vie. À vie. Vous voyez la dureté du législateur pour montrer combien le pays est attaché à sa fortune. Et que celui qui en est le garant, il veille. Il faut le relever. Nous avons un corpus normatif clair, répressif, dur. Ça, c'est sans fantaisie. Aucune. Maintenant, à la faveur de ce qu'on a appelé l'opération Épervier en 2006, et vous avez bien compté, ça fait 20 ans, en 2011, le président de la République a créé le TCS pour durcir, pour mieux gérer. C'est-à-dire parce que c'était quelque chose de spécifique. En réalité, les juges ont toujours jugé ceux qui sont coupables. Ceux qui ont été reconnus coupables ont toujours été condamnés. Mais comme c'était une opération spécifique, où les Camerounais ont en horreur, et lui avec, parce que c'est quand même extrêmement gênant, ça il faut le dire, qu'on ne peut pas travailler et qu'une minorité s'arroge ou s'accapare la fortune nationale. Mais croyez-moi, c'est une opération extrêmement difficile qui est impartiale. Un procès abscon a été fait où on avait le sentiment que c'était à tête chercheuse. Je disais... Jusqu'à aujourd'hui encore, il y en a qui vous jugent que c'est une opération à tête chercheuse. C'est archi faux. J'ai quelqu'un que j'ai aimé profondément, que j'aime, parce que il m'a inoculé le savoir. Le professeur Gervais Mendoza. Vous le connaissez? Je ne sais pas s'il est aussi candidaté pour devenir président de la République. Je peux vous dire à titre personnel combien j'ai souffert dans ma peau de le voir interpellé. C'est pour vous montrer à quel point le président de la République, sur ce point de vue, n'a pas d'amis. Et que ceux qui pensent, qui prétendent, qui sont, encore que vous ne savez pas ce qui est en train de se faire en ce moment. Vous comprenez? Quand un shérif agit, ça dit c'est la justice qui est mise en mouvement. Donc je veux vous dire qu'il faut balayer d'un revers de la main. Ceux qui ont eu l'impression à un moment donné, après lorsqu'on ne trouve pas, on dit que c'est parce qu'il serait, c'est parce que c'est des choses qui n'ont aucun sens. Il peut arriver qu'il y en a qui peut-être qui passent à la trappe de façon momentanée. Mais le temps de la justice est tel que personne ne peut véritablement le contrôler. Ce qu'il convient de mettre en exergue, c'est qu'au-delà de ce caractère répressif, c'est qu'effectivement, on peut dresser un bilan. Bon, qui connaît des fortunes diverses, je suis d'accord. Il peut être interprété de façon mi-figue, mi-raisin, suivant nos postures. Mais il y a eu des interpellations et des personnes qui étaient considérées comme des intouchables. Si vous aviez connu ce pays, les années 80 et 90, des gens qui étaient dépositaires du pouvoir, dont on avait le sentiment, mais le président, en homme de justice, en homme impartial, avait dit qu'il n'y aurait d'intervention pour personne. Vous comprenez? Donc, il faut donc exalter le président de la République. C'est pour ça d'attirer les mesures qu'il a prises et surtout de n'avoir pas fait du sentimentalisme parce qu'il a le pouvoir. Quand on dit le président de la République, c'est partout dans le monde entier. Les présidents ont ce même pouvoir partout. C'est ici Donald Trump estime qu'il faut qu'on vous entende. Il est le chef de l'exécutif et il y a une prépondérance. L'avocat le comprend mieux que quiconque. J'ai vu en Europe le président Sarkozy plusieurs fois dire alors vous allez. Et comment Fillon se plaint qu'on a demandé à Joël le SG d'actionner le dossier et d'envoyer très rapidement. Donc ce n'est pas des pratiques nouvelles. C'est comme ça, partout dans le monde entier. Le patron de l'exécutif, c'est-à-dire dirige, chapeaute la chancellerie, il la contrôle plus ou moins. Il peut au moins susciter des enquêtes. Mais je parle sous votre contrôle. Il n'y a aucune faute là-dessus. Mais il n'est pas pourtant le juge. Ce n'est pas lui qui prononce les condamnations.
mais il peut sur la base de l'énonciation, l'appréciation qui est la sienne, des éléments dont il dispose. Estimer que... Donc vous êtes de ceux qui s'opposent radicalement à cette perception-là, opération à tête chercheuse, opération politique pour éliminer ceux qui auraient des intentions, des velléités à viser le fauteuil présidentiel. C'est encore que, quand on entre même dans le fond, les personnes qui ont souvent été, dont on a estimé qu'elles étaient susceptibles de candidater, mais pour vaincre Biya à l'élection, nous sommes, quelqu'un l'a dit, je dirais peut-être pas créature. En réalité, c'est quand on est sous le sceau du soleil. C'est sous Biya qu'on brille. Une fois parti de là, vous êtes l'homme de vous-même. Excusez-moi vraiment de dire ça comme ça. Moi, je suis à l'intérieur de l'appareil. Je comprends que, puisque quand vous êtes à l'intérieur, vous maîtrisez l'appareil, vous brillez, et vous disposez des mécanismes qui peuvent vous permettre de le contourner et de vous élever. Vous comprenez? Ça, c'est parce que vous êtes sous le soleil. Est-ce que vous comprenez? Mais puis, isolément, qu'est-ce qu'il représente? Quand on a souvent dit ça, que le président aurait besoin, et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on ne sanctionne pas, vous estimez qu'on est complaisant. Le jour où on estime que quelqu'un doit répondre, on juge que c'est parce qu'on aurait peur. À un moment donné, nous manquons de cohérence, de constance, quelquefois dans nos opinions. Ce qu'il faut dire, pour conclure sur ce volet précis, je reviendrai, c'est qu'il faut apprécier l'opération Épervier, qui a une énorme dimension humaine, puisque même lorsque vous êtes interpellé, après la coercition, il y a la pédagogie, on pense que vous pouvez être social, vous pouvez rembourser. Quand on crée le TCS en 2011, l'article 18 de cette loi préconise clairement que le procureur général peut, lorsque vous avez restitué le corps du délit, après un courrier rédigé du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, on peut arrêter les poursuites avant que les procédures n'aient été enclenchées. C'est pour que l'objectif n'est pas de trancher. La République n'a pas vocation, n'a pas pour objectif premier de sacrifier ses enfants. Vous comprenez? Même si on peut récupérer l'effort du travail collectif pour le réinjecter à l'intérieur du tissu. Parce que nous avons des problèmes et on ne peut pas être amputé de nos ressources. Donc en cela, vraiment, croyez dans la volonté du président de la République de porter la justice. Comment faire, maître Jean-Guy Zogo, pour éliminer ces interprétations, ces suspicions, ces accusations? 20 ans plus tard, les gens pensent toujours que cette affaire n'est pas claire quant à ses objectifs, quant à ses missions. Cette affaire est aussi claire que celle de l'exportation de l'or au Cameroun. Mais vous allez me permettre de poser quelques jalons à mon raisonnement, parce que je me délectais de ce que disait mon frère Aristide Mandatola, qui est un très brillant orateur. Ce que nous avons vu en Grande-Bretagne, en Angleterre tout à l'heure, relevait certes du folklore, mais c'est une tradition. Et là, respecter lorsqu'on est une autorité, c'est accepter de se soumettre à une loi. Je vous rappelle que la dot était en réalité un petit jeu. On l'a transformé en un moment de commerce des femmes et des filles. Donc il faut faire attention, c'est un problème de mentalité. Il a dit tout à l'heure que nous sommes tous égaux devant la loi. Oui. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous prenez le code de procédure pénale, actuellement en vigueur au Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui bénéficient du privilège de juridiction. Il y a des gens qui bénéficient de l'immunité. Il y en a qui sont là pour vous dire qu'ils sont mineurs. Il y en a qui ne peuvent pas subir la contrainte par corps parce qu'ils sont enceintes, sont âgés. Arrêtons, on n'est pas égaux devant la loi. Il y en a qui disent qu'ils sont... Les trois principes fondamentaux sur lesquels repose en fait la justice sont le principe de l'égalité, le principe du contradictoire et le principe de la non-rétroactivité. Comment on appelle ça? Rétroactivité, voilà. Donc, quand on commence déjà par savoir ça, qu'on n'est pas égaux devant la loi, il faut comprendre que si vous faites quelque chose, vous pouvez faire la même chose que quelqu'un d'autre. Lui, on vous dit que non, lui, il a le privilège de juridiction, il sera jugé ailleurs. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, je voudrais apporter une précision importante. Parce que vous avez... Frérot, oui. Non, je ne peux pas t'interrompre. Avant que Maître ne rebondisse très certainement sur la question, le fait, par exemple, que le président du tribunal, pour parler par exemple de lui, bénéficie d'une immunité de juridiction, c'est pour des raisons... c'est des schémas techniques. C'est parce qu'en réalité, là où il exerce, il a une certaine autorité. Et il y a des connexions, il y a des interférences qui font que... C'est pour donner de la C'est ce qui se déroule, par exemple, il faut comprendre aujourd'hui. Non, si, je sais qu'il va rebondir. C'est pas seulement le président du tribunal. Entre autres, c'est ce qui se passe dans le littoral avec les autorités administratives. C'est un débat dont l'affaire est portée ailleurs.
C'est une parenthèse utile. C'est une parenthèse utile. C'est une parenthèse utile. Allons-y. Chacun à son tour. La juridiction ne porte pas atteinte au principe de l'égalité. Parce qu'en fait, si on a... C'est plutôt pour faciliter... Parce qu'il faut protéger, parce qu'il faut comprendre qu'il y a le principe de la présomption d'innocence à la base. Si on prend par exemple, moi je ne vais pas prendre le président du tribunal comme M. Manda, je vais prendre par exemple un officier de police judiciaire qui exerce ici à Yaoundé. Moi j'ai eu des dossiers comme ça. Bon, mais la loi, encore que lui-même il a relevé, la loi ne dit pas qu'il ne sera pas... Oui, la loi ne dit pas qu'il ne sera pas jugé. La loi dit que la présidente de la cour d'appel saisie par le procureur va désigner une juridiction autre que celle qui est là où il exerce. Oui. Et ça se comprend un peu parce que imaginez que demain, qu'on poursuive un commissaire ou bien, excusez-moi l'exemple, le DRPJ en plein Yaoundé et demain on le déclare non coupable, ça va quand même fragiliser quelque peu. On l'affecte ailleurs. N'est-ce pas son travail. Excuse-moi. Excuse-moi. Oui, allez-y. J'aime bien ces tours de précipitation intellectuelle auxquels c'est me fait pour dire que nous sommes égaux devant la loi. Je suis péremptoire. Et c'est sous toutes les latitudes. Moi aussi. Nous ne sommes pas égaux devant la loi. Je suis désolé, le président de juridiction ne veut rien dire. C'est juste des mécanismes qui ont été mis en place pour protéger une caste de personnes. Parce que si vous êtes jugé, moi je vous rappelle que les greffiers ne bénéficient pas de pouvoir de juridiction. J'en connais qui ont été attraits devant les juridictions où ils ont travaillé, puis ils ont été innocentés et ont continué à travailler là. L'avocat même ne bénéficie pas. Justement, c'est pour vous dire, c'est pas moi je vous l'ai dit, c'est les débats. Lorsque Aristide dit que c'est technique, non, c'est idéologique, monsieur. C'est idéologique, c'est pas technique. Parce qu'il y en a qui s'appuient sur ça pour faire des abus, en sachant qu'ils ne seront jamais jugés là. C'est là où vous avez commis vos fautes qu'on doit vous juger. Que vous soyez magistrat, administrateur civil ou préfet, c'est là où on doit vous juger. On n'a pas à vous juger ailleurs. D'accord. Donc, ce n'est pas, nous ne sommes pas égaux devant la loi. Ensuite, moi je voulais vous dire que le débat est en fait idéologique. Pourquoi? Parce que la corruption est inscrite dans l'ADN de l'ordre établi au Cameroun comme dans l'ensemble des anciennes colonies françaises d'Afrique. L'ordre établi est néocolonial. C'est congénital. Et c'est pour cela qu'Hubert Kamgan vous dit dans son livre que le régime ne peut pas réellement lutter contre la corruption. Ce serait pour lui une manière de scier la branche sur laquelle il est assis. Parce qu'à la réalité, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure du corridor. En réalité, chacun d'entre nous est au contact de la corruption au quotidien. Je vous dis que les chefs d'entreprise sont obligés de faire des bacs-chiches une charge incompressible dans leur activité. 80%, 80-90% des petites entreprises ferment au Cameroun au bout des 5 premières années. Pourquoi? Donc, je veux bien qu'on me dise que le chef de l'État a mis en place une batterie d'institutions, de mesures, de mécanismes pour lutter contre la corruption. C'est bien. Surtout qu'il dit qu'au départ, il a commencé par faire de la pédagogie. Sauf que je vous ai pris l'exemple de mon grand-père tout à l'heure qui a accroché son régime de banane. Mon grand-père a accroché son régime de banane, naturellement, c'est la mentalité. On construit une mentalité, Jean-Jacques Zé. Quelle est la mentalité qu'on a construite au Cameroun ces 45 dernières années? C'est la question qu'il faut poser. Et ça, c'est la responsabilité du leader. Pour nous qui faisons dans le management des projets, quand vous voulez faire un projet, vous élaborez ce qu'on appelle les termes de référence. Généralement, les termes de référence ont des parties importantes telles que le contexte, la justification, les objectifs spécifiques, les résultats attendus. Quels étaient les termes de référence de l'opération Épervier? Et 20 ans plus tard, les résultats attendus ont-ils été atteints? Parce que là, on a moins de 20 milliards de francs qui ont été recouvrés. Même comme le président national n'a pas vu les quittances. Il aurait dû voir les quittances, c'est notre argent. Il a le droit de demander les quittances en tant que citoyen. Mais il y a plus de 450 milliards qui sont supposés avoir été détournés, qui n'ont jamais été recouvrés. 1, 2. Pourquoi est-ce qu'il y a des suspicions d'instrumentalisation politique de l'opération Épervier? Simplement parce que, et c'est important de le relever, il n'y a pas que le TCS qui est compétent pour juger les affaires de détournement des deniers publics, le tribunal de grande instance légalement en matière criminelle.
dans nos quartiers, si vous prenez à partir des villages, c'est-à-dire, je ne veux même pas à partir des villages, que vous demandez aux populations, le monsieur qui a le bâtiment-ci, il fait quoi dans la vie? Quand on va vous donner sa profession, vous allez vous rendre compte qu'il y a une dichotomie entre le bâtiment qu'on appelle sa maison et sa profession. Le procureur de la République doit s'auto-saisir. Vous avez entendu que c'est auto-saisir quelque part. Parent d'enrichissement illicite. C'est-à-dire, cela dit que le système repose sur la corruption. Sans cette corruption, le système s'écroule. Vous comprenez? Et il ne peut pas lutter contre la corruption parce que la corruption est le carburant qui fait fonctionner sa machine. Et le plus inquiétant dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, il veut se servir de la même corruption pour se pérenniser. Quand on dit 20 ans, opération Épervier, 20 ans et toujours diverses interprétations. Le président de la République a été réélu à la faveur de l'élection du 12 octobre dernier. Depuis là, il a prononcé 4 discours. Et j'ai l'impression que les Camerounais ne suivent même pas bien ces discours. Le discours du 6 novembre, qui est le discours inaugural de son septennat, il a évoqué 3 choses. La réforme institutionnelle. Ça veut dire que lui-même, il est conscient que le système a des institutions grippées. Et que si on ne les réforme pas, nous allons droit sur un mur. Il a évoqué l'importance de porter aux affaires les femmes et les jeunes. Parce qu'il est lui-même conscient de ce que, arrêtons, on ne devrait pas dire les femmes et les jeunes, on doit simplement dire les jeunes. Parce que parmi les jeunes, il y a les femmes. C'est la tranche de la population la plus importante et on se rend compte que si vous prenez les 100 premières personnalités de l'État du Cameroun, personne n'est jeune. Ça pose un problème. C'est pas discriminatoire. Non, c'est pas discriminatoire. Si vous dites que et ensuite, le président de la République a, de manière subtile, évoqué dès le 6 novembre la transition générationnelle, le passage de témoins. Et lors de son discours du 31 décembre, il a fait exactement la même chose. Les 3 choses sont revenues. La seule qu'il a ajoutée, c'est la formation dans les prochains jours d'un gouvernement. Le 8 janvier, en réponse au vœu du corps diplomatique, il a fait la même chose, mais de manière à montrer que ça va permettre au Cameroun de donner une meilleure réponse aux événements extérieurs. Et le 10 février dernier, il a remis une couche. Réforme institutionnelle, nécessité de porter aux affaires les jeunes, les femmes, et nécessité d'un transfert de témoins. Parce qu'à la réalité aujourd'hui, il est impossible d'espérer, Aristide le sait, c'est quelqu'un de brillant, on ne peut pas accepter que les gens qui ont créé un problème soient encore eux qui résolvent ce problème. D'accord. Aristide va revenir tout à l'heure sur ce que vous avez relevé en disant que la corruption est le socle, le carburant du régime actuel. Vous notez cela, Aristide. Maître Raymond Chiazok, Maître Youk d'abord, sur cette question de bilan. Est-ce qu'il est possible de lire un bilan de l'opération Épervier au-delà de 2 ou 3 personnes qui ont été arrêtées, 2 ou 3 qui ont été finalement libérées, 2 ou 3 qui ont retrouvé leur liberté parce qu'ils ont purgé leur peine? Alors Jean-Jacques, il faut savoir que lorsque l'opération Épervier a commencé, l'un des actes forts, comme M. Manda le disait tout à l'heure, c'était la création du tribunal criminel spécial. Et je vais m'intéresser à cette juridiction qui est au centre, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics. Déjà, il faut relever et dire que le tribunal criminel spécial est une juridiction d'exception. Ce n'est pas une juridiction de droit commun. Et en tant que juridiction d'exception, c'est une juridiction qui est en mission. Et à la création du tribunal criminel spécial, il y a 3 missions qui ont été assignées. Ou alors, ce n'était pas officiellement, mais on lisait à travers la création 3 missions. Aristide l'a relevé tout à l'heure. La première mission, c'était une mission de pédagogie. C'est-à-dire qu'on voulait que l'existence, la création du tribunal criminel spécial puisse, n'est-ce pas, annoncer le ton, puisse, n'est-ce pas, dissuader, puisse empêcher que les détournements continuent. La deuxième mission est une mission de sanction et de répression. Et à travers cette mission-là, c'est là où le juge se prononce. On a, et ça il faut le savoir, le tribunal criminel, malgré que c'est le tribunal, il ne rend pas de jugement. C'est l'un des signes
qui fait que ce soit un tribunal spécial, il rend des arrêts et les voies de recours ne sont que le pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Tout à fait. Et donc, cette mission-là est essentiellement gérée par les magistrats, les hauts magistrats. Quelqu'un l'a dit si bien tout à l'heure, il n'est pas question de remettre en cause leurs compétences sur ce plateau, parce qu'ils le sont, j'en connais beaucoup, avec les dossiers que j'ai, que ce soit au niveau de l'information judiciaire ou de la juridiction de jugement, ils sont calés. L'autre mission qui était assignée au tribunal criminel spécial, c'est une mission de recouvrement. Oui. C'est-à-dire essayer de rétablir l'État dans son droit. Et je pense que c'est dans ces deux dernières missions que le problème se pose. Si vous prenez la mission de sanction et de répression, vous allez vous rendre compte qu'il y a des décisions qui sont rendues. Et lorsque ces décisions sont rendues, elles doivent être exécutées, parce qu'une décision de justice, en fait, n'a de valeur que dans l'exécution. Je vais vous prendre un exemple simple. Si vous regardez au niveau de nos prisons, parce qu'on regarde souvent le tribunal, on regarde les magistrats, mais on oublie l'administration pénitentiaire. Vous allez vous rendre compte, Jean-Jacques et moi, j'ai vu plusieurs personnes condamnées purgeant leur peine, mais se promenant dehors et rentrant le soir dormir, n'est-ce pas, à la prison. Oui, certains prenant des logements dans des hôpitaux avec des certificats médicaux, d'autres organisant des mariages ou des anniversaires. Est-ce qu'on devrait normalement, je ne dis pas qu'on doit, dans la sanction ou dans l'exécution de la peine, enlever le côté humain, mais est-ce que ces privilèges-là devaient être réservés à une personne qui a été condamnée, par exemple, à 20 ans, 25 ans de prison? Vous avez suivi Emmanuel Gérard Odondo, saluer le président de la République, qui a organisé de la meilleure des façons possibles les obsèques de sa maman. Il a remercié pour ses privilèges. Bon, voilà. Donc, il y a ce problème-là. Vous pensez que quelqu'un qui est à l'extérieur, qui a ces informations-là, qui sait qu'une fois, et quelqu'un l'a relevé tout à l'heure, en prison même, on a aménagé des prisons VIP. Avec climatisation. On vous dit même qu'il y a des gens, des prisons ou des cellules où il y a la clim, il y a la télé, et on a des visites des filles. Des jolies filles. C'est pas quelque chose de bien que cela renvoie. Avec une pédagogie à l'envers. Voilà. On peut y aller, et puis on ne perd pas grand-chose. De l'opinion. Lorsqu'on est en prison, il faudrait qu'on subisse les déshydratats de la prison. Une fois de plus, nous ne sommes pas égaux. Voilà, ça, c'est deux. Et si vous prenez l'autre angle, qui est la mission de recouvrement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, moi je n'ai pas les chiffres. Je pense qu'il y a aussi un autre problème à ce niveau, parce que lorsque les décisions sont rendues, j'ai essayé de regarder dans certains des dossiers. Vous savez, lorsque les gens détournent, ils sont intelligents de nos jours. Parce qu'en fait, ceux qui détournent essaient de réajuster leurs mécanismes en fonction même de la lutte contre la corruption et les détournements qui est en train de se passer. J'ai été invité dans un dossier, je ne vais pas donner le nom, pour travailler dans ce dossier-là. Et je m'étais rendu compte, ce dossier, le monsieur avait environ 15 à 20 titres fonciers. Et à l'examen, seulement 15 sur 20, non, 5 sur 20 étaient en son nom. Les autres 15 étaient au nom de 2 ou 3 de ses enfants. Mais lorsque tu voyais la situation géographique de ces immeubles, tu pouvais, n'est-ce pas, comprendre que ces enfants ne pouvaient jamais acquérir des parcelles, des immeubles à ces endroits-là. Et lorsqu'on rend la décision, Jean-Jacques, le problème, ce n'est pas de rendre la décision. Est-ce que le ministère public suit vraiment, n'est-ce pas, le recouvrement des amendes, des dépenses et des dommages et intérêts qui sont prononcés au profit de l'État? Et c'est là où le problème se pose. Parce que moi, je pense qu'il faudrait
peut-être qu'au niveau du parquet, qu'on puisse organiser le parquet de sorte qu'on puisse suivre. Je le disais une fois sur ce plateau, l'une des choses qui nous manque au Cameroun, c'est le juge de l'exécution des peines. Nécessairement, il nous faut un juge de l'exécution des peines pour essayer de suivre, n'est-ce pas, l'exécution des décisions de justice lorsque ces décisions-là sont rendues. Merci pour ces données purement techniques. Aristide Manda, avant de passer la parole à Maître Mochazok, Maître Jean Guizogo est convaincu que dans cette affaire-là, il y a le socle du régime actuel qui s'appelle corruption, et que s'attaquer à la corruption, c'est faire le procès de ce régime-là. C'est un régime qui se met en procès lui-même. D'abord, il n'est même pas possible de nier que la corruption a abondamment gangréné notre régime. Parce que le président de la République lui-même en a dressé le constat. Les institutions à l'international nous ont épinglés. Et nous-mêmes, au quotidien, nous sommes confrontés face à cette piteuse réalité. En revanche, je ne saurais partager ce qu'il dit dans sa quintessence entière. Parce que quand il parle de l'essence, c'est que nous serions inconstants. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas à la fois prétendre lutter contre un phénomène dont nous reconnaissons lui-même qu'il gangrène notre système et estimer qu'il nous nourrit. Je crois qu'il fait un peu d'hyperbole sur le coup. Je voudrais exhorter mon frère à un peu plus de subtilité ou de retenue. Tu ne peux pas dire que ton pays, que tu aimes, c'est nourri à la sève de la corruption, même si, et je le dis, vous comprenez qu'on ne sommes pas des équilibristes. Nous essayons d'être quand même assez structurés et pertinents lorsque nous prenons la parole. Parce que j'aime à le dire, ceux qui nous écoutent doivent continuer de nous trouver audibles. Nous les respectons, alors on ne vient pas faire le déni. Cependant, je peux vous dire que si à un moment donné, ça a été une réalité, de moins en moins, on assiste à des grossièretés. Parce que parfois, les gens ne sont pas informés vraiment de ce qui se fait. Lorsque vous approchez ceux qui sont en responsabilité en ce moment, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour en faire l'apologie. Encore moins à Telakou. Tous ne sont pas aussi piètres. Vous verrez qu'il y a des gens qui ont à cœur de servir leur pays, qui œuvrent au quotidien pour que nous avancions. Et en cela, en dépit des constats qu'on peut dresser, malheureux à bien des égards, sur des plans précis, il y a des avancées notables. Le Cameroun évolue, c'est une marche inexorable vers son progrès. Domaine par domaine. Vous verrez que, contrairement à ce qu'on a dit, les gens sont de mauvaise foi. Vous comprenez, on les comprend, parce que aussi, quand on est à l'extérieur, on aspire à diriger, je leur dis souvent que, prenons ailleurs, croyez-vous que tous ceux qui ont eu à faire des promesses de campagne, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, quand ils sont arrivés, il y a peut-être un effet d'annonce. Il y en a qui créent le buzz, mais fondamentalement, quelle est la plus-value par rapport à l'avancée? Les réalités sont plus complexes. Donc, croyez que c'est ce que je voudrais que nos frères, nos compatriotes qui nous ont donné un mandat supplémentaire de 7 ans, et qui sans doute, au terme de cette année, vont nous permettre de conforter notre majorité. Je voudrais qu'ils sachent que les dénonciations qui sont faites, personne ne peut acclamer. Nous ne pouvons pas applaudir. Par exemple, quand on décrit le corridor Douala-N'Djamena, c'est quand même le tissu économique qui est gangréné. Mais je sais aussi que nous avons un ministre des Transports qui œuvre tous les jours pour limiter, autant que faire se peut, les phénomènes de corruption, pour fluidifier le parcours. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il est camarade RDPC. Je vous le dis, le faire parce que je sais ce que fait le ministre. Ces pays-là qui sont alimentés par le corridor menacent d'aller chercher d'autres voies ailleurs. Et vous voyez que c'est nous qui serions perdants. Absolument. Et si vous, donc, vous êtes dirigeant et que vous n'êtes pas en capacité de solutionner, et que vous laissez prospérer, perdurer de tels fléaux, c'est que vous n'aimez pas votre pays. Donc, il y a un travail qui est fait. Les chiffres, les syndicats ont dénoncé, les transporteurs se plaignent, mais à mesure qu'ils se plaignent, on adresse les problématiques, on travaille. Nous devons continuer dans cette lancée pour conforter l'embellie. Mais je ne suis pas d'accord avec mon frère qui estime qu'il est trop alarmiste et il tire à boule, à balles réelles. Non, c'est pas... Vous comprenez, on a un plateau tranquille, restons responsables. C'est tranquille. Et disons que ce qui se fait mérite aussi d'être exalté. Il faut saluer
Alors, c'est bien fait. Tout n'est pas parfait, mais il y a un travail qui est fait. Sur ce qui est fait, oui. On va remercier le citoyen Sop Amin Fouedje qui nous propose quelques éléments chiffrés. L'Agence nationale d'investigation financière ANIF a identifié près de 1700 milliards de francs CFA de flux financiers suspects en 2023, une hausse de 180%. En outre, le préjudice financier lié à la corruption a été estimé à plus de 4 milliards de francs CFA en 2024. Et si on dit 4 milliards, ça veut dire qu'il y a eu une baisse par rapport à 2023, une baisse spectaculaire de 96%. Par rapport aux 114 milliards qui étaient déclarés en 2023 et qu'en 2024, on ne parle que de 4 milliards de francs CFA. Il ajoute que, cependant, grâce aux décisions du tribunal criminel spécial et à l'action de la société de recouvrement des créances, l'État n'a pu récupérer que 8 milliards de francs CFA en 2024. Mais au moins, on note une baisse drastique des chiffres entre 2023 et 2024 et probablement 2025. Il y a donc une action qui est quand même assez porteuse, Maître Chiazo. Non, là, il y a une action qui est assez porteuse. Le problème ici, ce n'est pas le TCS le problème. Ça, je l'ai d'abord dit. Je prends un exemple simple. Lors de l'organisation de la CAN, on vous a donné des chiffres réels avec des responsables qui n'ont pas respecté le cahier de charges, où on a sorti l'argent plusieurs fois. Qui doit référer l'affaire au TCS? Est-ce que cela a été fait? L'agent du Covid-Gate, la Chambre de compte a donné un rapport clair avec des responsables qui étaient impliqués dans des détournements ou non. Est-ce que le dossier a même touché les portes du TCS? Le problème ici n'est pas l'organisation interne du TCS. C'est la volonté politique le problème. Voilà. Ça, c'est ce que je dis. C'est la volonté politique. Parce que tout à l'heure, mon frère de l'UPA vous disait que nous ne sommes pas égaux devant la loi. Et c'est vrai. Parce que lorsqu'il faut porter plainte à un sous-préfet, je prends un exemple de Yaoundé 5, on va peut-être dire qu'on envoie ça dans l'Oignon Infoumou. Oui. Oignon Infoumou, ça ne va pas tenir parce que le procureur général a une parole. Parce qu'il faut que les gens retiennent que le procureur a tout comme le procureur général ont ce pouvoir de faire des classés sans suite. Bien sûr. Ça, c'est un pouvoir qui leur revient. Alors, c'est pour ça que nous passons souvent par voie de citation. Justement. Et vous savez que... Mais moi, j'ai été dans un dossier où on a condamné un sous-préfet comment on appelle, Balmayo, je ne vais pas donner le nom. Mais la procédure a été suivie jusqu'à sa condamnation. Oui, justement, ça c'est une exception. Mais je dis donc que si les Camerounais ont un sentiment de déception vis-à-vis du TCS, ce n'est pas le travail du TCS lui-même. En effet. En effet, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la grande influence du politique sur le TCS. Vous allez voir tout à l'heure que quand vous avez posé la question à M. Manda, il a évité de vous parler du TCS. Il allait vous parler du nouveau mandat qu'ils ont eu. Ils ont toujours une expression. En cours, nous évoluons. Nous sommes sur qu'est-ce que le TCS. Frérot, il me semble avoir été très précis sur la question du TCS, après en avoir défini le fondement. Après avoir dit, j'ai même parlé des écueils, j'ai parlé des limites, je vous ai montré les condamnations, j'ai reconnu un certain nombre de faits ayant trait à la corruption. Mais lorsqu'il a posé la question sur ce qui se fait, par exemple, par rapport à la corruption, c'est une question spécifique, une parenthèse, à laquelle, naturellement, j'ai apporté une réponse. D'accord. Maître Chazok maintient que c'est l'influence du politique qui ne permet pas à l'opération épervée et autres de porter des fruits palpables au niveau de l'opinion. Je voudrais même ajouter, prenez les 2 derniers mandats du président de la République. Regardez les dossiers qui sont partis de toutes les institutions, la NIF, le COMSUP, la CONAC. Combien de dossiers sont entrés au TCS? Pourtant, les cas de détournement sont légion. Là encore, c'est parce que peut-être la justice n'a pas vocation à être très diserte. Est-ce que vous savez que... Non, vous n'allez pas m'interrompre à tout. Non, les gens, ils sont... Non, là, sur le les gens sont entendus systématiquement.
Au moment où je vous parle, vous ne pouvez pas imaginer le stade, le degré d'avancement des enquêtes. Combien de... Peut-être vous... Je l'ai dit tantôt. Il y a de nombreux Camerounais qui sont... Je m'excuse vraiment de t'avoir... Encore une fois, voilà. En réalité, le problème, Jean-Jacques, et puis monsieur Mandal... Vraiment 30 secondes, sinon... Oui, juste 30 secondes, c'est que, en réalité, sur ce qui est fait, il n'y a pas la médiatisation. Il y a toujours un problème avec les procédures judiciaires. Moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le parquet est directement rattaché au ministère de la Justice. Ça ne communique pas. Ça ne communique pas. Au niveau du parquet, ça ne communique pas. Au niveau de la section spécialisée, où ils ont créé un truc, TCS, l'unité spéciale, ça ne communique pas. Au niveau même du ministère de la Justice, où il y a une cellule de communication, ça ne communique pas. Et ça donne l'impression que rien n'est fait. Même le peu qui est fait n'est pas mis sur la place publique. D'accord. Mais votre parole. Je ne dis pas que rien n'est fait. Oui. Je dis que s'il faut prendre depuis 2006 jusqu'à ce jour, ce qui devrait être fait n'est pas fait à si on doit mesurer ça à un tiers. C'est ce que je dis. Oui. Mais nous savons également que, et c'est pour ça donc que je reviens sur lui, il y a une haute personnalité de ce pays qui avait été régulièrement convoquée. 1 ou 2 fois, elle n'est jamais allée là-bas. Et ce responsable est en poste. Alors, pourquoi elle n'est pas allée là-bas? C'est parce qu'il y a une grande influence politique sur le fonctionnement du TCS. C'est ce que j'ai dit. Et ça, vous allez... Même les tribunaux d'instance. Voilà. Et voilà. Maintenant, quand vous avez évoqué l'article 184, il faudrait savoir que en matière de deniers publics, tout le monde peut déclencher la procédure. Et vous pouvez la déclencher sans preuve. C'est la personne que vous dénoncez qui doit se justifier. Oui. Avec un type sorti du bar. C'est pour ça donc que dans les communes, par exemple, on dit que tel maire a détourné, tel... Ce sont des dénonciations. On envoie le procureur général du tribunal... La CONAC a fait le point du nombre de dénonciations. Le procureur général du TCS s'est saisi du dossier et on convoque. Ça veut dire que le politique doit, s'il doit dire quelque chose, doit libérer le TCS. Que le TCS cesse d'être un instrument. Le TCS n'a pas décidé d'être un instrument politique, mais c'est le politique qui fait du TCS son instrument. C'est ça le problème au Cameroun. Et si ce problème est réglé, tous ceux qui sont en train de pavaner dehors, avec des milliards. Comment un Camerounais peut investir plus que tout son village? C'est que vous arrivez dans un village où quelqu'un est né. Ses propres investissements dépassent tout le village. Vous pensez que ça là, il suffit simplement que le président de la République, avec tous les services de renseignement, dise que demandez à celui-ci là où il a pris tout cela. Mais s'il ne fait pas, le TCS va travailler comment? Ça, c'est clair. Merci, maître. Jean-Jacques Zé, tant que M. le Président Biya est au pouvoir, les interpellations et les libérations créeront toujours des interprétations diverses, car sous son règne, il y a beaucoup d'actions qui ont un parfum de règlement de compte parfois, ou encore de laxisme managérial. Hubert Volo, merci pour cette contribution. Quelle délectation de suivre ton panel très huppé et responsable cet après-midi. Certes des politiques, mais bien calés, cohérents. Pas ces politiciens auto-décrétés, experts en tout, juste après acquisition d'une carte dans un parti. Bravo, ces Zambo de Yaoundé qui se délectent de vos différentes interventions ce soir avec une pertinence qui finit par retenir son attention. Bonsoir, je demande à tout le plateau de nous dire quelle est la peine qui devrait être réservée réellement à quelqu'un qui a détourné 36 milliards de francs CFA. Robert Depuis au Bala qui envoie ce message-là. Quand les populations se plaignent, bonsoir Gisette, laisse Maître Zogo argumenter parce que M. Aristide veut distraire les téléspectateurs quand il parle de briller au soleil. Quand tu es dans le RDPC, pourquoi ont-ils refusé d'organiser le congrès au terme duquel certains jeunes voulaient challenger son champion Paul Biya, la candidature du parti, et c'est pas honnête de sa part de parler ainsi en tant que jeune, mais je veux qu'ils sachent que nous jeunes, on les écoute et on les suit, parce qu'après ce régime qui va bientôt s'effondrer, dis-nous tout ça. Et ça commencera de l'intérieur. Quand les populations se plaignent, qu'est-ce que le gouvernement fait pour remédier aux problèmes de corruption sur le corridor Douala-N'Djamena? Il a dit tout ce qui est fait
Du côté du ministère des Transports, on peut ajouter également du secrétaire d'État à la Défense et les concertations avec les autorités centrafricaines ou tchadiennes ces derniers temps pour des actions concertées. Bonsoir à vous. J'aimerais vous poser une question. Tu as écrit long comme ça là, mon frère. Qui va lire tout ça? Alors on cherche la question. Est-ce que le Cameroun, qui est toujours le même Cameroun, est-ce que le Cameroun-ci est toujours le même Cameroun que notre père Aïdio avait laissé? Voilà la gendarmerie qui est sortie juste les noms des enfants des riches. Comment les enfants des pauvres, quelle est l'unité de mesure des enfants des riches quand on publie la liste des gens qui sont à la gendarmerie? Les riches font beaucoup d'enfants. Hein. Si on voit tous les effectifs de la gendarmerie. Concernant l'opération Épervier, il y a un manque d'impartialité et l'utilisation à des fins politiques, la sélectivité dans les poursuites judiciaires, le manque de transparence, la corruption persistante, l'absence de réformes structurelles, l'utilisation comme outil de répression politique, la perception que l'opération Épervier est plus un outil de contrôle politique qu'une véritable lutte contre la corruption. C'est Jean-Paul Paille de Mecoq. Merci pour cette contribution. On va prendre un ou deux autres messages très rapidement. Bonsoir. Alors, dans un pays où on nous dit qu'il y a séparation des pouvoirs, qu'est-ce que les investigations du CONSUP et la CONAC vont chercher chez le président de la République? En dehors d'une attitude de l'arbinisme, je ne sais pas comment un de vos panélistes défend la thèse d'un homme omniprésent sur tous les tableaux. C'est Abo qui envoie ce message-là. Alors le plus 241, qu'est-ce qu'on nous dit? Bonsoir à vous et vos téléspectateurs. Juste à M. Manda, qu'en Corée du Nord, il y a des Nord-Coréens qui expliquent tous les jours aux Coréens la bonne et meilleure politique de leur président. Dieu vous voit. Le Cameroun vous observe. Ces gens, depuis le Gabon, le plus 241, on va prendre un dernier peut-être. Hein. On a vu le message de notre ami Zamkal qui est assez pessimiste hein, quant à la libération de certains détenus. Il dit bonsoir Gigi et à ton panel, la libération de ces prisonniers de luxe. Hein. Est-ce qu'il s'agit de libération ou de sortie de prison? Sortie de prison. Sortie de prison. Leur peine, voilà. Il faut déjà qu'on soit la société, ils ont purgé. Qu'on soit déjà d'accord là-dessus. Qui viennent de purger 20 ans, vous l'avez dit, après une médiatisation comme des héros, risquent de connaître l'effet inverse, l'objectif recherché par l'opération Épervier, car les Camerounais viennent de se rendre compte que 20 ans passent vite. Donc, Kodengui, ce n'est pas la mort. On peut donc amasser des milliards, voler et venir les utiliser 20 ans après. Qu'est-ce que Zamba souhaiterait? Une mise en mort qui ne revienne plus, que les familles ne jubilent pas. Quand ces gens ont retrouvé la liberté, il y a quand même un peu le coutume. Je crois que certains de nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui ont leurs opinions, que je respecte, parce que nous sommes assujettis, pas dire le respect qui nous caractérise veut que l'opinion des autres soit reçue et que nous puissions... C'est même ça l'essence de la démocratie. Absolument. On a le sentiment que, pour peu qu'on ne partage pas l'opinion des uns, on doit être flagellé. On doit être banni. Soutenir le président Biya n'est pas une maladie honteuse. C'est le président de la République. Et j'explique sa philosophie pour laquelle le parti à l'intérieur duquel j'ai pris affiliation a une idéologie. Pour le libéralisme communautaire que j'ai épousé et que le président met en œuvre. Maintenant, on a une opposition et le peuple a sanctionné. Toutefois, ils ont un droit de regard. Ils sont comme un shadow au cabinet. Ils doivent à chaque fois essayer de suggérer, et moi je voudrais les rassurer, que nous les écoutons. Si vous suivez bien la tonalité du président, je suis bien obligé d'en parler, puisqu'il nous a interpellés. Le président est à l'écoute, il est empathique. Vous voyez qu'il est conscient des défis qui nous interpellent. On a des enjeux qui ont trait à l'émergence. Il y a des difficultés et la souffrance. Mais de là à estimer que nous autres, nous devons donc disparaître au motif que nous ne partageons pas leur opinion. Le président Biya est là. Après lui, il y aura un ordre que nous allons respecter. Il y a le caractère républicain. Et pourquoi tu vas avoir le sentiment qu'on va refaire... Ça ne va pas être ex nihilo. C'est les Camerounais qui seront là, qui vont toujours diriger après Biya. Mais nous qui le soutenons, qu'on ne nous empêche pas de lui apporter notre caution. Pourquoi ça pose problème? Ce n'est pas une question d'âge, c'est un rapport d'idéologie. Parce qu'ils font des petits calculs. Et qui, encore que depuis qu'ils disent qu'il ne sera plus là, Dieu leur administre un cinglant revers. Il est d'une longévité exceptionnelle que moi j'exalte. Et en Afrique même, on ne souhaite pas la fin de l'autre. Rappelez chaque fois, comme une épée de Damoclès, qu'il ne sera bientôt plus là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que humainement c'est même admissible quand on a du bon sens? Est-ce que c'est conforme, comme je l'ai dit tantôt, à notre anthropologie? On sait que
Pourquoi vous ne pensez pas que nous autres... Donc vous pensez que celui qui arrivera n'aura pas Dieu pour nous, que le travail que nous faisons passe inaperçu, que nous ne serons pas visibles. Nous assumons notre choix et ce n'est pas une affaire d'âge, c'est un rapport d'idéologie. On va accorder 1 minute à chacun. Bonsoir, M. Jean-Jacques Zé, et à ton panel. Très belle émission, surtout dans l'aspect pédagogique. Tes invités donnent une envie folle de les écouter. Je vous en remercie. J'aimerais savoir quel est l'article du Code pénal, c'est le CPP, c'est le Code pénal, qui parle de privilèges de juridiction et sommet vitrice depuis Nkonsamba. Il a bien parlé de la valeur pédagogique de ce programme. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas. Je n'ai pas l'article, mais dans les 500, sur le 500 le privilège de juridiction. 500 poussières du Code de procédure pénale. C'est dans le Code de procédure pénale et non dans le Code pénal. Voilà, il a dit ça, un Code de procédure pénale. C'est notre erreur. Bonsoir le panel, juste pour dire à propos de ce thème que depuis le lancement de cette opération, le RDPC ne tient plus de congrès, faute de moyens, parce que les gens refusent de puiser et après être poursuivis. Jean-Paul depuis Ngaoundéré. Parce que dans l'épisode l'opération est permis, on a une de chacun, on a quand même entendu des gens à la barre dire qu'ils n'ont pas détourné et qu'ils ont investi pour les activités du parti. Certaines activités également de la présidence de la République. Le secrétaire général Joseph Charles Nouba à l'époque avait rappelé qu'on n'a envoyé personne aller prendre l'argent dans les caisses de leur société pour financer le parti. Il y a cet aspect parmi les interprétations qui arrivent, que c'est des pauvres victimes de la malchance, ceux qui sont interpellés, qui sont que des malchanceux. Je voudrais déjà exalter le propos de mon frère Aristide Manda, qui a dit tout à l'heure que le prochain président de la République après Paul Biya aura leur respect. Et je voudrais le rassurer que je me réjouis de savoir que j'aurai son respect. Ah, vous êtes le prochain président de la République. Je suis le prochain. Ensuite, enregistrez bien l'émission. Restez bien l'émission. Il faut archiver. Il faut archiver. Je voudrais néanmoins attirer l'attention des téléspectateurs et des téléauditeurs, des téléinternautes sur quelque chose que nous avons passé quasiment sous silence tout au long de cette émission. Derrière les détournements de fonds publics, il y a les victimes. Des familles. Tout à l'heure, Aristide a cité le professeur Gervais Mendozé. C'était un brillant intellectuel. Je le lui accorde. Mais moi, je suis une victime de sa mauvaise gestion de la CRTV Aristide. J'ai dû arrêter mes études. Je suis le fils de Nyassa Manga qui a travaillé à la CRTV et je pense que ceux qui connaissent le dossier, qui est passé à un certain niveau, oui. Je suis une victime du professeur Gervais Mendozé. Alors, donc c'est pour dire quoi? Sinon, chacun va venir avec son dossier pour lequel les victimes. Je voudrais qu'on se comprenne. Non, là, il n'y aura pas de contradictoire. Non, ça va être un problème. Non, Jean-Jacques Zé, alors, dites de façon globale qu'il y a des victimes. Je veux qu'on se comprenne. Je veux qu'on se comprenne. Justement, il faut qu'on se comprenne. Je veux qu'on se comprenne. Oui. Quand je dis que je suis une victime du professeur Gervais Mendozé, c'est pour vous dire quoi? Lorsque quelqu'un détourne l'argent qui devait servir à construire un hôpital, il y a des victimes. Quand il détourne l'argent qui devait servir à construire une école, il y a des victimes. Quand vous devez détourner l'argent qui devait servir à construire une route, il y a des victimes. Voilà, et ces victimes-là, le problème c'est que, comme on est à la télévision, on en parle comme si on parlait d'une chimère. Moi, je vous cite donc un exemple concret que moi, je suis une victime du professeur Gervais Mendozé. Et je peux vous garantir que, des cas, si vous demandez aux citoyens camerounais aujourd'hui, ok, par rapport à telle personnalité, est-ce que vous êtes une victime? Vous serez débordé. Il y a une garantie qu'ils ont raison. Donc, non, le problème n'est pas qu'ils ont raison. Moi, je suis prêt. Justement, n'entrons pas dans Appelez-moi où vous voulez, je suis prêt à vous démontrer que je suis la victime du concerné. Il n'y aura pas de contradictoire. C'est votre minute qui est en train de s'achever. Il faut faire attention. À un moment donné, on ne cherche pas à avoir raison, on vous donne une information. Non, c'est pas. C'est censé d'être une information quand il n'y a pas de. C'est une accusation. Non, c'est une information. Non, c'est une accusation. Puisque le dossier est toujours là. Maintenant, je voudrais également sortir de cette émission en faisant comprendre aux populations camerounaises que si on fustige le comportement de prévarication de la fortune publique des dirigeants, il ne faut pas qu'on laisse passer également l'incivisme des populations, parce que pour qu'il y ait un corrupteur, pour qu'il y ait un corrompu, il faut un corrupteur. Sauf que la corruption, elle est sévie déjà dans notre société à partir de la famille. Elle sévit, la famille étant le lieu où on éduque un enfant. Elle sévit en milieu scolaire universitaire, le lieu où on instruit, oui. On connaît tous les notes sexuellement transmissibles dans les écoles, dans les universités. Elle sévit dans les lieux de service, où le harcèlement sexuel est devenu quelque chose de banal parce que le droit de cuissage semble avoir été inscrit dans la conscience collective.
Et la corruption est quasiment partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en même temps que nous demandons à ceux qui nous dirigent d'améliorer leur manière de gérer notre fortune, à tous, nous devons nous-mêmes faire une introspection et nous demander quelle est notre part dans ce qui est en train de se passer. Parce que quelque part, si nous disons non à la corruption, mais qu'après avoir dit non à la corruption, le lendemain, nous sommes les premiers à aller corrompre quelqu'un, il y a un problème. D'accord. Maître Raymond Chiazok, au commencement, c'était du spectacle. Les interpellations, c'était des scènes de ninja. On vous disait qu'à 5 heures, on va interpeller telle personne. On voyait les équipes, les hommes cagoulés grimper à travers les clôtures pour sauter et aller attraper. D'autres images même ont été tournées à partir des univers carcéraux. On a vu des hauts commis de l'État, des princes d'hier sur des bouts de matelas pratiquement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'épervier semble même avoir disparu. Oui, vous savez que, je l'ai depuis dit ici, tout dépend du rythme que le président de la République donne. Et je ne voudrais pas occuper la minute qui me reste pour ça. Je voudrais dire quelque chose sur le corridor, notamment la nationale numéro 10 corridor. Vous savez, il y a pratiquement 4 à 5 ministères qui interviennent. Vous avez le ministère des Finances avec la douane et les péages. Il y a le ministère, le ministère des Travaux publics. Vous avez la délégation à la Sûreté nationale. Vous avez le ministère de la Défense avec la gendarmerie. C'est lourd, c'est très lourd. Vous allez m'ajouter les syndicats, les BGFT. Je vous dis que c'est lourd. Seulement pour entrer dans la ville de Bertois, chef-lieu de la région de l'Est, vous allez trouver la brigade nationale, vous trouvez les routiers, vous trouvez le contrôle mixte, vous trouvez la douane à Bomba, vous trouvez la douane à Ayos. Vous les trouvez partout. Les forestiers. Les forestiers. Attendez, c'est quand même compliqué pour une route internationale qui nous permet d'avoir des étrangers qui nous donnent l'argent le long de ce tronçon. Parce qu'il faut le préciser, cet argent même est plus important que ce que les gens raquettent en route. Parce qu'un camion qui va de N'Djamena pour Douala, s'il y a crevaison, il colle la roue, il laisse l'argent. S'ils veulent dormir, c'est dans les motels camerounais, ils achètent le plantain, les ananas. Voilà la plus-value de cette route. Les repas le long. Les repas le long, mais s'il faille qu'on encombre, j'utilise bien le mot. Ils ont un montant, hein, il faut que un camion part de Douala pour N'Djamena, il faut au moins 400 000. Oui, 300 à 400 000, bien sûr. juste pour ce qui est devenu des dépenses. Moi, j'ai fait ce corridor. Je vous dis que c'est d'autant plus grave qu'il y a un autre service là qu'on appelle les routiers. Le gars lit même son journal, on vient seulement déposer l'argent dans sa voiture. Avec sa bouteille de bière. Avec sa bouteille de voiture. Je vous dis qu'on est dans quel pays? Mais il n'y a rien qui fait sérieux. Ils ont des véhicules non immatriculés. C'est garé là, ostentatoire. Lorsque le ministère des Transports vous verbalise, on vous montre quand même le film. On vous montre même les occupants, le tableau, la vitesse sur l'eau. Mais lorsque la gendarmerie, c'est ce qu'on appelle la prévention nationale, avec le fameux radar, on vous dit seulement que voilà, attends, parfois même vous arrivez, c'est le gendarme qui va derrière la voiture, relève votre numéro d'immatriculation, met la vitesse. Mais je vous dis, on est dans quel pays? Nous sommes où là vraiment? Nous parlons tous les jours comme ça. Le CED nous suit, le ministère de la Défense nous suit, le délégat de la Sûreté nationale, tous là nous écoutent, mais rien ne change sur le terrain. Rapidement, maître, pendant que Youd Kenji est en train de s'installer pour le journal de 19h en anglais tout à l'heure, est-ce que l'épervier mérite encore d'exister sous cette forme? Jean-Jacques, j'ai l'impression que l'épervier a pris un peu du plomb dans l'aile. C'est mon impression. En passant, je voudrais préciser aux téléspectateurs que c'est l'article 629 du Code de procédure pénale parlant du privilège de juridiction. 629 du Code de procédure pénale. Voilà, comme ça va, c'est bon. Donc j'ai l'impression que l'épervier a pris du plomb dans l'aile. Il faut savoir que c'était, comme je le disais à l'entrée, c'est avec beaucoup d'espoir qu'on a accueilli, n'est-ce pas, la lutte contre les détournements des deniers publics. Mais j'ai constaté, Jean-Jacques, au niveau... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la lutte contre les détournements des deniers publics n'est pas le seul apanage, n'est-ce pas, du tribunal criminel spécial.
Mais je me suis rendu compte que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les dossiers de détournement des deniers publics ont carrément disparu au niveau des juridictions de droit commun. Pourtant, compétence ne leur a pas été retirée. Pourtant, cette compétence n'a pas été retirée. Oui. Ça veut dire donc qu'en dehors de ces gros chiffres qu'on rattache à ces personnalités, il y a des détournements qui se passent en bas, mais peut-être qui passent inaperçus. On va certainement voir des avantages au niveau des salaires dont les gens bénéficient au quotidien. On va voir des missions fictives, on va voir, n'est-ce pas, des indemnités autres que les gens, n'est-ce pas, le bas peuple là, le petit fonctionnaire là bénéficie tous les jours, mais il n'y a rien qui est fait. Je pense aussi qu'il faudrait, comme mon frère le disait tout à l'heure, il faudrait qu'on laisse la justice faire, que le politique se retire un tout petit peu, parce que l'engagement des poursuites est un peu sélectif. Quand on connaît CanGate, CovidGate, aujourd'hui, il y a une semaine, je rentrais de Douala, je vois des péages qui ont été... Autoroute-gate. Voilà. Non, pas de gate. M. Madame disait tout à l'heure que peut-être il est plus avancé dans l'information que nous, qui a des enquêtes et autres qui sont menées, mais ça prend du temps et on a l'impression que rien n'est fait. Merci à vous d'être venus, messieurs. Merci aux téléspectateurs qui ont témoigné de votre pertinence pendant ce programme. Juste derrière nous, Youd Kenji, j'aime l'appeler Youd, va s'installer pour le journal en anglais, comme tous les 19h. Merci de rester fidèle au programme d'Info Télévision. Très bonne soirée à tous.